L'ingénieux Hidalgo, Don Quichotte de la Manche, par Miguel de Cervantes Saavedra. Je suis le chevalier errant et qui redresse les torts. Un vagabond inondé de tendresse pour les mères en deuil, les gueux, les opprimés, pour tous ceux qui du sort ne furent pas aimés. Livre 1er, chapitre 1, qui traite de la qualité et des occupations du fameux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Dans une bourgade de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait, il n'y a pas longtemps, un Hidalgo, de ceux qui ont lance au râtelier, rondache antique, bidet maigre et lévrier de chasse. Un pot-au-feu, plus souvent de mouton que de bœuf, une vinaigrette presque tous les soirs, des abattis de bétail le samedi, le vendredi des lentilles, et le dimanche quelques pigeonneaux, outre l'ordinaire, consumaient les 3/4 de son revenu. Le reste se dépensait en un pourpoint de drap fin et des chausses de panne, avec leurs pantoufles de même étoffe pour les jours de fête, et un habit de la meilleure serge du pays, dont il se faisait honneur les jours de la semaine. Il avait chez lui une gouvernante qui passait les 40 ans, une nièce qui n'atteignait pas les 20, et de plus un garçon de ville et de campagne qui scellait le bidet aussi bien qu'il maniait la serpette. L'âge de notre Hidalgo frisait la cinquantaine. Il était de complexion robuste, maigre de corps, sec de visage, fort matineux et grand ami de la chasse. On a dit qu'il avait le surnom de Quixada ou Quezada, car il y a sur ce point quelques divergences entre les auteurs qui en ont écrit, bien que les conjectures les plus vraisemblables fassent entendre qu'il s'appelait Kirana. Mais cela importe peu à notre histoire. Il suffit que, dans le récit des faits, on ne s'écarte pas d'un atome de la vérité. Or, il faut savoir que cet Hidalgo, dans les moments où il restait oisif, c'est-à-dire à peu près toute l'année, s'adonnait à lire des livres de chevalerie avec tant de goût et de plaisir qu'il en oublia presque entièrement l'exercice de la chasse et même l'administration de son bien. Sa curiosité et son extravagance arrivèrent à ce point qu'il vendit plusieurs arpents de bonne terre à labourer pour acheter des livres de chevalerie à lire. Aussi en amassa-t-il dans sa maison autant qu'il put s'en procurer. Mais de tous ces livres, nul ne lui paraissait aussi parfait que ceux composés par le fameux Feliciano de Silva. En effet, l'extrême clarté de sa prose le ravissait, et ses propos si bien entortillés lui semblaient d'or. Surtout quand il venait à lire ses lettres de galanterie et de défi, où il trouvait écrit, en plus d'un endroit, « La raison de la déraison qu'à ma raison vous faites affaiblit tellement ma raison qu'avec raison je me plains de votre beauté. » Et de même, quand il disait « Les hauts cieux qui de votre divinité divinement par le secours des étoiles vous fortifient et vous font méritante des mérites que mérite votre grandeur. » Avec ces propos et d'autres semblables, le pauvre gentilhomme perdait le jugement. Il passait les nuits et se donnait la torture pour les comprendre, pour les approfondir, pour leur tirer le sens des entrailles, ce qu'Aristote lui-même n'aurait pu faire s'il fut ressuscité tout exprès pour cela. Il ne s'accommodait pas autant des blessures que Don Belianil donnait ou recevait, se figurant que, par quelques excellents docteurs qu'il fût pensé, il ne pouvait manquer d'avoir le corps couvert de cicatrices et le visage de balafre. Mais néanmoins, il louait dans l'auteur cette façon galante de terminer son livre par la promesse de cette interminable aventure. Souvent même, il lui vint envie de prendre la plume et de le finir au pied de la lettre, comme il y est annoncé. Sans doute il l'aurait fait, et s'en serait même tiré à son honneur, si d'autres pensées, plus continuelles et plus grandes, ne l'en eussent détourné. Maintes fois, il avait discuté avec le curé du pays, homme docte et gradué à Sigüenza, sur la question de savoir lequel avait été meilleur chevalier, de Palmérine d'Angleterre ou d'Amadis de Gaulle. Pour maître Nicolas, barbier du même village, il assurait que nul n'approchait du chevalier de Phébus, et que si quelqu'un pouvait lui être comparé, c'était le seul Don Galaor, frère d'Amadis de Gaulle. Car celui-là était propre à tout, sans minauderie, sans grimace, non point un pleurnicheur comme son frère, et pour le courage, ne lui cédant pas d'un pouce. Enfin, notre Hidalgo s'acharna tellement à sa lecture que ses nuits se passaient en lisant du soir au matin et ses jours du matin au soir. Si bien qu'à force de dormir peu et de lire beaucoup, il se dessécha le cerveau de manière qu'il vint à perdre l'esprit. Son imagination se remplit de tout ce qu'il avait lu dans les livres, enchantements, querelles, défis, batailles, blessures, galanteries, amours, tempêtes et extravagances impossibles. Et il se fourra si bien dans la tête que tout ce magasin d'inventions rêvées était vérité pure, qu'il n'y eut pour lui nulle autre histoire plus certaine dans le monde. Il disait que le Cid Ruy-Diaz avait sans doute été bon chevalier, mais qu'il n'approchait pas du chevalier de l'ardente épée, lequel d'un seul revers avait coupé par la moitié deux farouches et démesurés géants. Il faisait plus de cas de Bernard del Capio, parce que, dans la gorge de Roncevaux, il avait mis à mort Roland l'Enchanté, cédant de l'adresse d'Hercule quand il étouffa Anté, le fils de la terre, entre ses bras. Il disait grand bien du géant Morgan, qui, bien qu'issu de cette race géante, où tous sont arrogants et discourtois, était lui seul affable et bien élevé. Mais celui qu'il préférait à tous les autres, c'était Renaud de Montauban, surtout quand il le voyait sortir de son château et détrousser autant de gens qu'il en rencontrait, ou voler, par-delà le détroit, cette idole de Mahomet, qui était toute d'or à ce que dit son histoire. Quant au traître Ganelon, pour lui administrer une volée de coups de pied dans les côtes, il aurait volontiers donné sa gouvernante et même sa nièce par-dessus le marché. Finalement, ayant perdu l'esprit sans ressources, il vint à donner dans la plus étrange pensée dont jamais fou se fut avisé dans le monde.
Il lui parut convenable et nécessaire, aussi bien pour l'éclat de sa gloire que pour le service de son pays, de se faire chevalier errant, de s'en aller par le monde avec son cheval et ses armes, chercher les aventures, et de pratiquer tout ce qu'il avait lu que pratiquaient les chevaliers errants, redressant toutes sortes de torts et s'exposant à tant de rencontres, à tant de périls, qu'il acquit, en les surmontant, une éternelle renommée. Il s'imaginait déjà, le pauvre rêveur, voir couronner la valeur de son bras, au moins par l'empire de Trébizonde. Ainsi emporté par de si douces pensées et par l'ineffable attrait qu'il y trouvait, il se hâta de mettre son désir en pratique. La première chose qu'il fit fut de nettoyer les pièces d'une armure qui avait appartenu à ses bisaïeux et qui, moisie et rongée de rouille, gisait depuis des siècles oubliée dans un coin. Il les lava, les frotta, les raccommoda du mieux qu'il put. Mais il s'aperçut qu'il manquait à cette armure une chose importante et qu'au lieu d'un aume complet, elle n'avait qu'un simple morion. Alors son industrie suppléa ce défaut. Avec du carton, il se fit une manière de demi-salade qui, emboîtée avec le morion, formait une apparence de salade entière. Il est vrai que, pour essayer si elle était forte et à l'épreuve des stocks et de taille, il tira son épée et lui porta 2 coups du tranchant, dont le premier détruisit en un instant l'ouvrage d'une semaine. Cette facilité de la mettre en pièces ne laissa pas de lui déplaire, et pour s'assurer contre un tel péril, il se mit à refaire son armée, le garnissant en dedans de légères bandes de fer, de façon qu'il demeura satisfait de sa solidité. Et sans vouloir faire sur lui de nouvelles expériences, il le tint pour un casque à visière de la plus fine trempe. Cela fait, il alla visiter sa monture, et quoique l'animal eût plus de tard que de membres, et plus triste apparence que le cheval de Bonnel, qui tantum pellis et ossa fuit, il lui sembla que ni le bucéphale d'Alexandre, ni le babier caducide ne lui étaient comparables. 4 jours se passèrent à ruminer dans sa tête quel nom il lui donnerait. Car il n'est pas juste que cheval d'aussi fameux chevalier, et si bon par lui-même, reste sans nom connu. Aussi essayait-il de lui en accommoder un qui désignât ce qu'il avait été avant d'entrer dans la chevalerie errante et ce qu'il était alors. La raison voulait, d'ailleurs, que son maître changeant d'état, il changeât aussi de nom et qu'il en prit un pompeux et éclatant, tel que l'exigeait le nouvel ordre et la nouvelle profession qu'il embrassait. Ainsi, après une quantité de noms qu'il composa, effaça, rogna, augmenta, défit et refit dans sa mémoire et son imagination, à la fin il en vint à l'appeler Rocinante, nom à son idée majestueux et sonore, qui signifiait ce qu'il avait été et ce qu'il était devenu, la première de toutes les rosses du monde. Ayant donné à son cheval un nom et si à sa fantaisie, il voulut s'en donner un à lui-même. Et cette pensée lui prit 8 autres jours, au bout desquels il décida de s'appeler Don Quichotte. C'est de là, comme on l'a dit, que les auteurs de cette véridique histoire prirent occasion d'affirmer qu'il devait se nommer Quixade, et non Quesade, comme d'autres ont voulu le faire accroire. Se rappelant alors que le valeureux Amadis ne s'était pas contenté de s'appeler Amadis tout court, mais qu'il avait ajouté à son nom celui de sa patrie pour la rendre fameuse, et s'était appelé Amadis de Gaulle, il voulut aussi, en bon chevalier, ajouter au sien le nom de la sienne, et s'appeler Don Quichotte de la Manche, s'imaginant qu'il désignait clairement par là sa race et sa patrie, et qu'il honorait celle-ci en prenant d'elle son surnom. Ayant donc nettoyé ses armes, fait du morion une salade, donné un nom à son bidet et à lui-même la confirmation, il se persuada qu'il ne lui manquait plus rien, sinon de chercher une dame de qui tomber amoureux, car pour lui, le chevalier errant sans amour était un arbre sans feuilles et sans fruits, un corps sans âme. Il se disait, Si, pour la punition de mes péchés, ou plutôt par faveur de ma bonne étoile, je rencontre par là quelques géants, comme il arrive d'ordinaire aux chevaliers errants, que je le renverse du premier choc, ou que je le fende par le milieu du corps, qu'enfin je le vainque et le réduise à merci, ne serait-il pas bon d'avoir à qui l'envoyer en présent, pour qu'il entre et se mette à genoux devant ma douce maîtresse et lui dise d'une voix humble et soumise « Je suis, madame, le géant Caraculiambro, seigneur de l'île Malindrania, qu'a vaincu en combat singulier le jamais dignement loué chevalier Don Quichotte de la Manche, lequel m'a ordonné de me présenter devant votre grâce, pour que votre grandeur dispose de moi tout à son aise. » oh, combien se réjouit notre bon chevalier quand il eut fait ce discours, et surtout quand il eut trouvé à qui donner le nom de sa dame. Ce fut, à ce que l'on croit, une jeune paysanne de bonne mine qui demeurait dans un village voisin du sien et dont il avait été quelque temps amoureux, bien que la belle n'en eût jamais rien su et ne s'en fût pas souciée davantage. Elle s'appelait Aldonza Lorenzo, et ce fut à elle qu'il lui sembla bon d'accorder le titre de dame suzeraine de ses pensées. Lui cherchant alors un nom qui ne s'écarta pas trop du sien, qui sentit et représenta la grande dame et la princesse, il vint à l'appeler Dulcinée du Toboso, parce qu'elle était native de ce village. Nom harmonieux à son avis, rare et distingué, et non moins expressif que tous ceux qu'il avait donnés à son équipage et à lui-même. Chapitre 2. Qui traite de la première sortie que fit de son pays l'ingénieux Don Quichotte. Ayant donc achevé ses préparatifs, il ne voulut pas attendre davantage pour mettre à exécution son projet. Ce qui le pressait de la sorte, c'était la privation qu'il croyait faire au monde par son retard, tant il espérait venger d'offenses, redresser de tort, réparer d'injustice, corriger d'abus, acquitter de dettes. Ainsi, sans mettre âme qui vive dans la confidence de son intention, et sans que personne le vît, un beau matin, avant le jour, qui était un des plus brûlants du mois de juillet, il s'arma de toutes pièces, monta sur Rocinante, coiffa son espèce de salade, embrassa son écu, saisit sa lance, et par la fausse porte d'une basse-cour, sortit dans la campagne, ne se sentant pas d'aise de voir avec quelle facilité il avait donné carrière à son noble désir. Mais à peine se vit-il en chemin qu'une pensée terrible l'assaillit, et telle que peu s'en fallut qu'elle ne lui fit abandonner l'entreprise commencée. Il lui vint à la mémoire qu'il n'était pas armé chevalier,
qu'ainsi, d'après les lois de la chevalerie, il ne pouvait ni ne devait entrer en lice avec aucun chevalier, et que, même le fût-il, il devait porter des armes blanches, comme le chevalier novice, sans devise sur l'écu, jusqu'à ce qu'il eût gagné par sa valeur. Ces pensées le firent hésiter dans son propos. Mais sa folie l'emportant sur toute raison, il résolut de se faire armer chevalier par le premier qu'il rencontrerait, à l'imitation de beaucoup d'autres qui en agirent ainsi, comme il avait lu dans les livres qu'il avait mis en cet état. Quant aux armes blanches, il pensait frotter si bien les siennes à la première occasion qu'elles devinssent plus blanches qu'une hermine. De cette manière, il se tranquillisa l'esprit et continua son chemin, qui n'était autre que celui que voulait son cheval, car il croyait qu'en cela consistait l'essence des aventures. En cheminant ainsi, notre tout neuf aventurier se parlait à lui-même et disait « Qui peut douter que dans les temps à venir, quand se publiera la véridique histoire de mes exploits, le sage qui les écrira, venant à compter cette première sortie que je fais si matin, ne s'exprime de la sorte. À peine le blond Phébus avait-il étendu sur la spacieuse face de la terre immense les tresses dorées de sa belle chevelure. À peine les petits oiseaux nuancés de 1000 couleurs avaient-ils salué des harpes de leur langue, dans une douce et mielleuse harmonie, la venue de l'aurore au teint de rose, qui, laissant la molle couche de son jaloux mari, se montre aux mortels du haut des balcons de l'horizon castillan, que le fameux chevalier Don Quichotte de la Manche, abandonnant le duvet oisif, monta sur son fameux cheval Rocinante et prit sa route à travers l'antique et célèbre plaine de Montiel. En effet, c'était là qu'il cheminait. Puis il ajouta Heureux âge et siècle heureux, celui où paraîtront à la clarté du jour mes fameuses prouesses, dignes d'être gravées dans le bronze, sculptées en marbre et peintes sur bois, pour vivre éternellement dans la mémoire des âges futurs. Ô toi, qui que tu sois, sage enchanteur, destiné à devenir le chroniqueur de cette merveilleuse histoire, je t'en prie, n'oublie pas mon bon Rocinante, éternel compagnon de toutes mes courses et de tous mes voyages. Puis, se reprenant, il disait, comme s'il eût été réellement amoureux, Ô princesse Dulcinée, dame de ce cœur captif, une grande injure vous m'avez faite en me donnant congé, en m'imposant par votre ordre la rigoureuse contrainte de ne plus paraître en présence de votre beauté. Daignez, ô madame, avoir souvenance de ce cœur, votre sujet, qui souffre tant d'angoisse pour l'amour de vous. À ces sottises, il en ajoutait cent autres, toutes à la manière de celles que ses livres lui avaient apprises, imitant de son mieux leur langage. Et cependant, il cheminait avec tant de lenteur, et le soleil qui s'élevait dardait des rayons si brûlants, que la chaleur aurait suffi pour lui fendre la cervelle s'il en eût conservé quelque peu. Il marcha presque tout le jour sans qu'il lui arrivât rien qui fût digne d'être conté. Et il s'en désespérait, car il aurait voulu rencontrer tout aussitôt quelqu'un avec qui faire l'expérience de la valeur de son robuste bras. Des auteurs disent que la première aventure qui lui arriva fut celle de Port-Lapis, d'autres celle des moulins à vent. Mais ce que j'ai pu vérifier à ce sujet, et ce que j'ai trouvé consigné dans les annales de la Manche, c'est qu'il alla devant lui toute cette journée, et qu'au coucher du soleil, son bidet et lui se trouvèrent harassés et morts de faim. Alors, regardant de toutes parts pour voir s'il ne découvrirait pas quelque château, quelque hutte de berger où il put chercher un gîte et un remède à son extrême besoin, il aperçut, non loin du chemin où il marchait, une hôtellerie. Ce fut comme s'il avait vu l'étoile qui le guidait au portique, si ce n'est au palais de sa rédemption. Il pressa le pas, si bien qu'il y arriva à la tombée de la nuit. Par hasard, il y avait sur la porte deux jeunes filles, de celles-là qu'on appelle deux joies, lesquelles s'en allaient à Séville avec quelques muletiers qui s'étaient décidés à faire halte cette nuit dans l'hôtellerie. Et comme tout ce qui arrivait à notre aventurier, tout ce qu'il voyait ou pensait, lui semblait se faire ou venir à la manière de ce qu'il avait lu, dès qu'il vit l'hôtellerie, il s'imagina que c'était un château, avec ses 4 tourelles et ses chapiteaux d'argent bruni, auxquels ne manquait ni le pont-levis, ni les fossés, ni aucun des accessoires, que de semblables châteaux ont toujours dans les descriptions. Il s'approcha de l'hôtellerie, qu'il prenait pour un château, et à quelque distance, il retint la bride à Rocinante, attendant qu'un nain parût entre les créneaux pour donner avec son corps le signal qu'un chevalier arrivait au château. Mais voyant qu'on tardait, et que Rocinante avait hâte d'arriver à l'écurie, il s'approcha de la porte et vit les deux filles perdues qui s'y trouvaient, lesquelles lui parurent deux belles damoiselles ou deux gracieuses dames qui, devant la porte du château, folâtraient et prenaient leurs ébats. En ce moment, il arriva, par hasard, qu'un porcher, qui rassemblait dans des chaumes un troupeau de cochons, sans pardon, ils s'appellent ainsi, souffla dans une corne au son de laquelle ces animaux se réunissent. Aussitôt, Don Quichotte s'imagina, comme il le désirait, qu'un nain donnait le signal de sa venue. Ainsi donc, transporté de joie, il s'approcha de l'hôtellerie et des dames, lesquelles, voyant venir un homme armé de la sorte, avec lance et bouclier, allaient, pleines d'effroi, rentrer dans la maison. Mais Don Quichotte comprit en leur fuite la peur qu'elles avaient. Il leva sa visière de carton, et découvrant son sec et poudreux visage, d'un air aimable et d'une voix posée, il leur dit Que vos grâces ne prennent point la fuite et ne craignent nulle discourtoise offense, car dans l'ordre de chevalerie que je professe, il n'appartient ni ne convient d'en faire à personne, et surtout à des demoiselles d'aussi haut parage que le démontrent vos présences. Les filles le regardaient et cherchaient de tous leurs yeux son visage sous la mauvaise visière qui le couvrait. Mais quand elles s'entendirent appeler demoiselles, chose tellement hors de leur profession, elles ne purent s'empêcher d'éclater de rire, et ce fut de telle sorte que Don Quichotte vint à se fâcher. Il leur dit gravement La politesse sied à la beauté, et le rire qui procède d'une cause légère est une inconvenance.
Mais je ne vous dis point cela pour vous causer de la peine, ni troubler votre belle humeur, la mienne n'étant autre que de vous servir. » Ce langage, que ne comprenaient point les dames, et la mauvaise mine de notre chevalier augmentait en elle le rire, et en lui le courroux, tellement que la chose eut mal tourné, si dans ce moment même n'eût paru l'hôtelier, gros homme que son embonpoint rendait pacifique. Lequel, voyant cette bizarre figure, accoutrée d'armes si dépareillées, comme étaient la bride, la lance, la rondache et le corselet, fut tout près d'accompagner ces demoiselles dans l'effusion de leur joie. Mais cependant, effrayé de ce fantôme armé en guerre, il se ravisa et résolut de lui parler poliment. « Si votre grâce, seigneur chevalier, lui dit-il, vient chercher un gîte, sauf le lit, car il n'y en a pas un seul dans cette hôtellerie, tout le reste s'y trouvera en grande abondance. » Don Quichotte, voyant l'humilité du commandant de la forteresse, puisque tel lui paraissait l'hôte et l'hôtellerie, lui répondit « Pour moi, seigneur châtelain, quoi que ce soit me suffit. Mes parures, ce sont les armes. Mon repos, c'est le combat. » L'hôte pensa que l'étranger l'avait appelé châtelain parce qu'il lui semblait un échappé de Castille, quoiqu'il fût andalou, et de la plage de San Luca, aussi voleur que Cacus, aussi goguenard qu'un étudiant ou un page. Il lui répondit donc « À ce train-là, les lits de votre grâce sont des rochers durs, et son sommeil est toujours veillé. S'il en est ainsi, vous pouvez mettre pied à terre, bien assuré de trouver dans cette masure l'occasion et les occasions de ne pas dormir, non de la nuit, mais de l'année entière. » En disant cela, il fit tenir l'étrier à Don Quichotte, lequel descendit de cheval, avec beaucoup de peine et d'effort, comme un homme qui n'avait pas rompu le jeûne de toute la journée. Il dit aussitôt à l'hôtelier d'avoir grand soin de son cheval, parce que c'était la meilleure bête qui porte seule au monde. L'autre la regarda, et ne la trouva pas si bonne que disait Don Quichotte, pas même de moitié. Il l'arrangea pourtant dans son écurie, et revint voir ce que voulait son hôte, que les demoiselles s'occupaient à désarmer, s'étant déjà réconciliées avec lui. Elle lui avait bien ôté la cuirasse de poitrine et celle d'épaule, mais jamais elle ne put revenir à bout de lui déboîter le haut-ce-col, ni de lui ôter l'informe salade que tenaient attachés des rubans verts. Il fallait couper ces rubans, dont on ne pouvait défaire les nœuds. Mais Don Quichotte ne voulut y consentir en aucune façon, et préféra rester toute la nuit la salade en tête, ce qui faisait la plus étrange et la plus gracieuse figure qui se pût imaginer. Et pendant cette cérémonie, se persuadant que les coureuses qui le désarmaient étaient de grandes dames du château, il leur dit, avec une grâce parfaite, ces vers d'un vieux romance. Jamais ne fut chevalier si bien servi des dames que Don Quichotte quand il vint de son village. Les demoiselles prenaient soin de lui et les princesses de son ronsin. Ou Rocinante, car tel est, mesdames, le nom de mon cheval, comme Don Quichotte de la Manche est le mien. Et bien que je ne voulusse pas me découvrir jusqu'à ce que m'eussent découvert les exploits faits en votre service et profit, les besoins d'ajuster à l'occasion présente ce vieux romance de Lancelot a été cause que vous avez su mon nom avant la juste époque. Mais un temps viendra pour que vos seigneuries commandent et que j'obéisse, et pour que la valeur de mon bras témoigne du désir que j'ai de vous servir. Les donzelles, qui n'étaient pas faites à de semblables rhétoriques, ne répondaient mot. Elles lui demandèrent s'il voulait manger quelque chose. Quoi que ce fût, je m'en accommoderai, car si je ne me trompe, toute chose viendrait bonne à point. Par bonheur, ce jour-là tombait un vendredi, et il n'y avait dans toute l'hôtellerie que des tronçons de poisson séché qu'on appelle, selon le pays, morue, merluche ou truitelle. On lui demanda si, par hasard, sa grâce mangerait de la truitelle, puisqu'il n'y avait pas d'autre poisson à lui servir. Pourvu qu'il y ait plusieurs truitelles, elles pourront servir de truites, car il m'est égal qu'on me donne 8 réaux en monnaie, ou bien une pièce de 8 réaux. D'ailleurs, il se pourrait qu'il en fût de ces truitelles comme du veau, qui est plus tendre que le bœuf, ou comme du chevreau, qui est plus tendre que le bouc. Mais quoi que ce soit, apportez-le vite, car la fatigue et le poids des armes ne se peuvent supporter sans l'assistance de l'estomac. On lui dressa la table à la porte de l'hôtellerie pour qu'il y fût au frais, et l'hôte lui apporta une ration de cette merluche mal détrempée et plus mal assaisonnée, avec du pain aussi noir et moisi que ses armes. C'était à mourir de rire que de le voir manger. Car comme il avait la salade mise et la visière levée, il ne pouvait rien porter à la bouche avec ses mains. Il fallait qu'un autre l'embêcât, si bien qu'une de ces dames servit à cet office. Quant à lui donner à boire, ce ne fut pas possible, et ce ne l'aurait jamais été si l'hôte ne se fût avisé de percer de part en part un jonc dont il lui mit l'un des bouts dans la bouche, tandis que par l'autre, il lui versait du vin. À tout cela, le pauvre chevalier prenait patience, plutôt que de couper les rubans de son morion. Sur ces entrefaites, le châtreur de port vint par hasard à l'hôtellerie et se mit, en arrivant, à souffler 5 ou 6 fois dans son sifflet de jonc. Cela suffit pour confirmer Don Quichotte dans la pensée qu'il était en quelque femme au château, qu'on lui servait un repas en musique, que la merluche était de la truite, le pain bis du pain blanc, les drôlesses des dames, et l'hôtelier le châtelain du château. Aussi donnait-il pour bien employer sa résolution et sa sortie. Pourtant, ce qui l'inquiétait le plus, c'était de ne pas se voir armé chevalier, car il lui semblait qu'il ne pouvait légitimement s'engager dans aucune aventure sans avoir reçu l'ordre de chevalerie. Chapitre 3, où l'on raconte de quelle gracieuse manière Don Quichotte se fit armer chevalier. Ainsi, tourmenté de cette pensée, il dépêcha son maigre souper d'auberge. Puis, dès qu'il eut achevé, il appela l'hôte, et le menant dans l'écurie dont il ferma la porte, il se mit à genoux devant lui, en disant « Jamais je ne me lèverai d'où je suis, valeureux chevalier, avant que votre courtoisie m'octroie un don que je veux lui demander, lequel tournera à votre gloire et au service du genre humain. » Quand il vit son hôte à ses pieds, et qu'il entendit de semblables raisons, l'hôtelier le regardait tout surpris, sans savoir que faire ni que dire, et s'opiniâtrait à le relever. Mais il ne put y parvenir, si ce n'est en lui disant qu'il lui octroyait le don demandé. Je n'attendais pas moins, seigneur, de votre grande magnificence. Ainsi,
Je vous le déclare, ce don que je vous demande et que votre libéralité m'octroie, c'est que demain matin, vous m'armiez chevalier. Cette nuit, dans la chapelle de votre château, je passerai la veillée des armes, et demain, ainsi que je l'ai dit, s'accomplira ce que tant je désire, afin de pouvoir, comme il se doit, courir les 4 parties du monde, cherchant les aventures au profit des nécessiteux, selon le devoir de la chevalerie et des chevaliers errants comme moi, qu'à de semblables exploits portent leur inclination. L'hôtelier, qui était passablement matois, comme on l'a dit, et qui avait déjà quelques soupçons du jugement fêlé de son hôte, acheva de s'en convaincre quand il lui entendit tenir de tels propos. Mais pour s'apprêter de quoi rire cette nuit, il résolut de suivre son humeur et lui répondit qu'il avait parfaitement raison d'avoir ce désir, qu'une telle résolution était propre et naturelle aux gentilshommes de haute volée, comme il semblait être et comme l'annonçait sa bonne mine. Moi-même, ajouta-t-il, dans les années de ma jeunesse, je me suis adonné à cet honorable exercice. J'ai parcouru diverses parties du monde, cherchant mes aventures, sans manquer à visiter le faubourg aux Perches de Malaga, les îles de Riaran, le compas de Séville, l'aqueduc de Ségovie, l'Olivret de Valence, les rondes de Grenade, la plage de San Luca, le haras de Cordoue, les guinguettes de Tolède et d'autres endroits où j'ai pu exercer aussi bien la vitesse de mes pieds que la subtilité de mes mains, causant une foule de torts, courtisant des veuves, défaisant quelques demoiselles et trompant beaucoup d'orphelins, me rendant célèbre dans presque tous les tribunaux et cours que possède l'Espagne. À la fin, je suis venu me retirer dans ce mien château où je vis de ma fortune et de celle d'autrui, y recevant tous les chevaliers errants, de quelque condition et qualité qu'ils soient, seulement pour la grande affection que je leur porte, et pourvu qu'ils partagent avec moi leurs finances en retour de mes bonnes intentions. L'hôtelier lui dit aussi qu'il n'y avait dans son château aucune chapelle où passer la veillée des armes, parce qu'on l'avait abattu pour en bâtir une neuve. Mais il savait qu'en cas de nécessité, on pouvait passer cette veillée partout où bon semblait, et qu'il pourrait fort bien veiller cette nuit dans la cour du château, que le matin venu, s'il plaisait à Dieu, on ferait toutes les cérémonies voulues, de manière qu'il se trouva armé chevalier, et aussi chevalier qu'on put l'être au monde. Il lui demanda de plus s'il portait de l'argent. Don Quichotte répondit qu'il n'avait pas une obole, parce qu'il n'avait jamais lu dans les histoires de chevaliers errants qu'aucun d'eux s'en fût muni. À cela, l'hôte répliqua qu'il se trompait, car bien que les histoires n'en fissent pas mention, leurs auteurs, n'ayant pas cru nécessaire d'écrire une chose aussi simple et naturelle que celle de porter de l'argent et des chemises blanches, il ne fallait pas croire pour cela que les chevaliers errants n'en portassent point avec eux, qu'ainsi il tint pour sûr et dûment vérifié que tous ceux dont tant de livres sont pleins et rendent témoignage portaient à tout événement la bourse bien garnie, ainsi que des chemises et un petit coffret plein d'onguents pour panser les blessures qu'ils recevaient. En effet, ajoutait l'hôte, ils ne se trouvaient pas toujours dans les plaines et les déserts où se livraient leurs combats, où s'attrapaient leurs blessures, quelqu'un tout à point pour les panser, à moins qu'ils n'eussent pour ami quelque sage enchanteur qui vint incontinent à leur secours, amenant dans quelques nues, à travers les airs, quelques damoiselles ou nains, avec quelques fioles d'une eau de telle vertu que d'en avaler quelques gouttes et les guérissaient tout aussitôt de leurs blessures, comme s'ils n'eussent jamais eu le moindre mal. Mais à défaut d'une telle assistance, les anciens chevaliers tinrent pour chose fort bien avisée que leurs écuyers fussent pourvus d'argent et d'autres provisions indispensables, comme de la charpie et des onguents pour les panser. Et s'il arrivait, par hasard, que les chevaliers n'eussent point d'écuyers, ceux qui se voyaient rarement, eux-mêmes portaient tout cela sur la croupe de leurs chevaux, dans une toute petite besace, comme si c'eût été autre chose de plus d'importance, car, à moins de ce cas particulier, cet usage de porter besace ne fut pas très suivi par les chevaliers errants. En conséquence, il lui donnait le conseil, et l'ordre même au besoin, comme à son filleul d'armes, ou devant bientôt l'être, de ne plus se mettre désormais en route sans argent et sans provisions, ou qu'il verrait, quand il y penserait le moins, comme il se trouverait bien de sa prévoyance. Don Quichotte lui promit d'accomplir ponctuellement ce qu'il lui conseillait. Aussitôt, tout fut mis en ordre pour qu'il fît la veillée des armes dans une grande basse-cour, à côté de l'hôtellerie. Don Quichotte, ramassant toutes les siennes, les plaça sur une auge, à côté d'un puits. Ensuite, il embrassa son écu, saisit sa lance, et d'une contenance dégagée, se mit à passer et repasser devant l'abreuvoir. Quand il commença cette promenade, la nuit commençait à tomber. L'hôtelier avait compté à tous ceux qui se trouvaient dans l'hôtellerie la folie de son hôte, sa veillée des armes et la cérémonie qui devait se faire pour l'armée chevalier. Étonnés d'une si bizarre espèce de folie, ils allèrent le regarder de loin. Tantôt, il se promenait d'un pas lent et mesuré, tantôt, appuyé sur sa lance, il tenait fixement les yeux sur ses armes et ne les ont notées d'une heure entière. La nuit se ferma tout à fait, mais la lune jetait tant de clarté qu'elle pouvait le disputer à l'astre qu'il la lui prêtait, de façon que tout ce que faisait le chevalier novice était parfaitement vu de tout le monde. En ce moment, il prit fantaisie à l'un des muletiers qui était hébergé dans la maison d'aller donner de l'eau à ses bêtes, et pour cela, il fallait enlever de dessus l'auge les armes de Don Quichotte. Lequel, voyant venir cet homme, lui dit à haute voix « Ô toi, qui que tu sois, téméraire chevalier, qui vient toucher les armes du plus valeureux chevalier errant qui ait jamais ceint l'épée, prends garde à ce que tu fais, et ne les touche point si tu ne veux laisser ta vie pour prix de ton audace. » Le muletier n'eut cure de ses propos, et mal lui en prit, car il se fut épargné celle de sa santé. Au contraire, empoignant les courroies, il jeta le paquet loin de lui. Ce que voyant, Don Quichotte tourna les yeux au ciel, et, élevant son âme à ce qu'il parut vers sa souveraine Dulcinée, il s'écria « Secourez-moi, madame, en cette première offense qu'essuie ce cœur, votre vassal, que votre aide et faveur ne me manquent point dans ce premier péril. »
Et tandis qu'il tenait ses propos et d'autres semblables, jetant sa rondache, il leva la lance à deux mains et en déchargea un si furieux coup sur la tête du muletier qu'il renversa par terre en si piteux état qu'un second coup lui eût ôté tout besoin d'appeler un chirurgien. Cela fait, il ramassa ses armes et se remit à marcher de long en large avec autant de calme qu'auparavant. Peu de temps après, et sans savoir ce qui s'était passé, car le muletier gisait encore sans connaissance, un de ses camarades s'approcha dans la même intention d'abreuver ses mules. Mais, au moment où il enlevait les armes pour débarrasser l'auge, voilà que, sans dire un mot et sans demander faveur à personne, Don Quichotte jette de nouveau son écu, lève de nouveau sa lance, et sans la mettre en pièces, en fait plus de 3 de la tête du second muletier, car il a lui faim en 4. Tous les gens de la maison accoururent au bruit, et l'hôtelier parmi eux. En les voyant, Don Quichotte embrassa son écu, et mettant l'épée à la main, il s'écria « Ô dame de beauté, aide et réconfort de mon cœur défaillant, voici le moment de tourner les yeux de ta grandeur sur ce chevalier, ton esclave, que menace une si formidable aventure. » Ces mots lui rendirent tant d'assurance que si tous les muletiers du monde l'eussent assailli, il n'aurait pas reculé d'un pas. Les camarades des blessés, qui les virent en cet état, commencèrent à faire pleuvoir de loin des pierres sur Don Quichotte, lequel, du mieux qu'il pouvait, se couvrait avec son écu et n'osait s'éloigner de l'auge pour ne point abandonner ses armes. L'hôtelier criait qu'on le laissât tranquille, qu'il leur avait bien dit que c'était un fou, et qu'en qualité de fou, il en sortirait quitte, les eût-il tués tous. De son côté, Don Quichotte criait plus fort, les appelant traîtres et mécréants, et disant que le seigneur du château était un chevalier félon et mal appris, puisqu'il permettait qu'on traitât de cette manière les chevaliers errants. Si j'avais reçu l'ordre de chevalerie, je lui ferais bien voir qu'il est un traître. Mais de vous, un pire et vil canaille, je ne fais aucun cas. Jetez, approchez, venez et attaquez-moi de tout votre pouvoir, et vous verrez quel prix emportera votre folle audace. Il disait cela d'un air si résolu et d'un ton si hautain qu'il glaça d'effroi les assaillants, tellement que, cédant à la peur et aux remontrances de l'hôtelier, ils cessèrent de lui jeter des pierres. Alors Don Quichotte laissa emporter les deux blessés et se remit à la veillée des armes avec le même calme et la même gravité qu'auparavant. L'hôtelier cessa de trouver bonnes les plaisanteries de son hôte, et pour y mettre fin, il résolut de lui donner bien vite son malencontreux ordre de chevalerie avant que notre malheur arrivât. S'approchant donc humblement, il s'excusa de l'insolence qu'avaient montré ces gens de rien, sans qu'il en eût la moindre connaissance, lesquels, au surplus, étaient assez châtiés de leur audace. Il lui répéta qu'il n'y avait point de chapelle dans ce château, mais que, pour ce qui restait à faire, elle n'était pas non plus indispensable, ajoutant que le point capital pour être armé chevalier consistait dans les 2 coups sur la nuque et sur l'épaule, suivant la connaissance qu'il avait du cérémonial de l'ordre, et que cela pouvait se faire au milieu des champs, quand ce qui touchait à la veillée des armes, il était bien en règle, puisque 2 heures de veillée suffisaient, et qu'il en avait passé plus de 4. Don Quichotte crut aisément tout cela. Il dit à l'hôtelier qu'il était prêt à lui obéir, et le pria d'achever avec toute la célérité possible. Car si l'on m'attaquait une seconde fois, et que je me visse armé chevalier, je ne laisserais pas âme vivante dans le château, excepté toutefois celle qui vous plairait, et que j'épargnerais, par amour de vous. Peu rassuré d'un tel avis, le châtelain s'en alla quérir un livre, où il tenait note de la paille et de l'orge qu'il donnait au muletier. Bientôt, accompagné d'un petit garçon qui portait un bout de chandelle, et des 2 demoiselles en question, il revint où l'attendait Don Quichotte, auquel il ordonna de se mettre à genoux. Puis, lisant dans son manuel, comme s'il eût récité quelque dévote oraison, au milieu de sa lecture, il leva la main et lui en donna un grand coup sur le chignon. Ensuite, de sa propre épée, un autre coup sur l'épaule, toujours en marmottant entre ses dents, comme s'il eût dit des patenôtres. Cela fait, il commanda à l'une de ces dames de lui ceindre l'épée, ce qu'elle fit avec beaucoup de grâce et de retenue, car il n'en fallait pas une faible dose pour s'empêcher d'éclater de rire à chaque point des cérémonies. Mais les prouesses qu'on avait déjà vu faire au chevalier novice tenaient le rire en respect. En lui saignant l'épée, la bonne dame lui dit « Que Dieu rende votre grâce très heureux chevalier et lui donne bonne chance dans les combats. » Don Quichotte lui demanda comment elle s'appelait, afin qu'il fût désormais à qui restait obligé de la faveur qu'elle lui avait faite, car il pensait lui donner part à l'honneur qu'il acquérait par la valeur de son bras. Elle répondit avec beaucoup d'humilité qu'elle s'appelait la Tolosse, qu'elle était fille d'un ravaudeur de Tolède, qui demeurait dans les échoppes de Sancho Bienaille, et que, en quelque part qu'elle se trouvât, elle s'empresserait de le servir et le tiendrait pour son seigneur. Don Quichotte, répliquant, la pria, par amour de lui, de vouloir bien désormais prendre le don, et s'appelait Doña Tolosa, ce qu'elle promit de faire. L'autre lui chaussa l'éperon, et il eut avec elle presque le même dialogue qu'avec celle qui avait ceint l'épée. Quand il lui demanda son nom, elle répondit qu'elle s'appelait la meunière, et qu'elle était fille d'un honnête meunier d'Antequera. À celle-ci, Don Quichotte demanda de même qu'elle prit le don, et s'appela Doña Molinère, lui répétant ses offres de service et de faveur. Ces cérémonies, comme on n'en avait jamais vu, ainsi faites au galop et en toute hâte, Don Quichotte brûlait d'impatience de se voir à cheval et de partir à la quête des aventures. Il serra Rocinante plus vite, l'enfourcha, et, embrassant son hôte, il lui dit des choses si étranges, pour le remercier de la faveur qu'il lui avait faite en l'armant chevalier, qu'il est impossible de réussir à les rapporter fidèlement. Pour le voir au plus tôt hors de sa maison, l'hôtelier lui rendit, quoiqu'en moins de paroles, la monnaie de ses compliments, et, sans lui demander son écho, le laissa partir à la grâce de Dieu. Chapitre 4. De ce qui arriva à notre chevalier quand il quitta l'hôtellerie. L'aube du jour commençait à poindre quand Don Quichotte sortit de l'hôtellerie, si content, si glorieux, si plein de ravissement de se voir armé chevalier, que sa joie en faisait tressaillir jusqu'au sangle de son cheval.
Toutefois, venant à se rappeler les conseils de son hôte au sujet des provisions si nécessaires dont il devait être pourvu, entre autres l'argent et les chemises, il résolut de s'en retourner chez lui pour s'y accommoder de tout ce bagage, et encore d'un écuyer, comptant prendre à son service un paysan, son voisin, pauvre et chargé d'enfants, mais très propre à l'office d'écuyer dans la chevalerie errante. Cette résolution prise, il tourna Rocinante du côté de son village, et celui-ci, comme s'il eût reconnu le chemin de son gîte, se mit à détaler de si bon cœur qu'il semblait que ses pieds ne touchaient pas à terre. Don Quichotte n'avait pas fait encore grand trajet quand il crut s'apercevoir que, de l'épaisseur d'un bois qui se trouvait à sa droite, s'échappaient des cris plaintifs comme ceux d'une personne qui se plaignait. À peine les eut-il entendus qu'il s'écria « Grâce soit rendue au ciel pour la faveur qu'il m'accorde, puisqu'il m'envoie si promptement des occasions de remplir les devoirs de mon état et de recueillir le fruit de mes bons desseins. Ces cris sans doute sont ceux d'un nécessiteux ou d'une nécessiteuse qui nécessite mon secours et ma protection. » Aussitôt, tournant bride, il dirigea Rocinante vers l'endroit d'où les cris lui semblaient partir. Il n'avait pas fait 20 pas dans le bois qu'il vit une jument attachée à un chêne, et à un autre chêne, également attaché, un jeune garçon de 15 ans au plus, nu de la tête à la ceinture. C'était lui qui jetait ses cris plaintifs, et non sans cause vraiment, car un vigoureux paysan lui administrait une correction à grands coups d'une ceinture de cuir, accompagnant chaque décharge d'une remontrance et d'un conseil. La bouche close, lui disait-il, et les yeux éveillés. Le jeune garçon répondait. Je ne le ferai plus, monseigneur. Par la passion de Dieu, je ne le ferai plus, et je promets d'avoir à l'avenir plus grand soin du troupeau. En apercevant cette scène, Don Quichotte s'écria d'une voix courroucée. Discours-toi, chevalier, il vous sied mal de vous attaquer à qui ne peut se défendre. Montez sur votre cheval et prenez votre lance. Car une lance était aussi appuyée contre l'arbre où la jument se trouvait attachée. Et je vous ferai voir qu'il est d'un lâche de faire ce que vous faites à présent. Le paysan, voyant tout à coup fondre sur lui ce fantôme couvert d'armes, qui lui brandissait sa lance sur la poitrine, se tint pour mort, et d'un ton patelin répondit. Seigneur chevalier, ce garçon que vous me voyez châtier est un mien valet qui me sert à garder un troupeau de brebis dans ses environs. Mais il est si négligent que chaque jour il en manque quelqu'une. Et parce que je châtie sa paresse, ou peut-être sa friponnerie, il dit que c'est par vilenie et pour ne pas lui payer les gages que je lui dois. Mais sur mon Dieu et sur mon âme, il en a bien menti. Menti devant moi, méchant vilain. Par le soleil qui nous éclaire, je ne sais qui me retient de vous passer ma lance à travers le corps. Payez-le sur le champ, et sans réplique. Sinon, je vous jure Dieu que je vous extermine et vous anéantis sur le coup. Qu'on le détache. Le paysan baissa la tête et, sans répondre mot, détacha son berger, auquel Don Quichotte demanda combien lui devait son maître. 9 mois, dit-il, à 7 réaux chaque. Don Quichotte fit le compte, et trouvant que la somme montait à 63 réaux, il dit au laboureur de les débourser sur le champ s'il ne voulait mourir. Le vilain répondit, tout tremblant, que par le mauvais pas où il se trouvait, et par le serment qu'il avait fait déjà, il n'avait encore rien juré, il affirmait que la somme n'était pas si forte, qu'il fallait en rabattre et porter en ligne de compte 3 paires de souliers qu'il avait fournis à son valet, et un réal pour 2 saignées qu'on lui avait faites étant malade. Tout cela est bel et bon, mais que les souliers et la saignée restent pour les coups que vous lui avez donnés sans motif. S'il a déchiré le cuir des souliers que vous avez payés, vous avez déchiré celui de son corps. Et si le barbier lui a tiré du sang étant malade, vous lui en avez tiré en bonne santé. Partant, il ne vous doit rien. Le malheureux, seigneur chevalier, que je n'ai pas d'argent ici, mais qu'André s'en retourne à la maison avec moi, et je lui en paierai son dû, un réal sur l'autre. Que je m'en aille avec lui s'écria le jeune garçon. Ah bien oui, seigneur, Dieu m'en préserve d'y penser. S'il me tenait seul à seul, il m'écorcherait vif comme un saint Barthélemy. Non, non, il n'en fera rien. Il suffit que je lui ordonne pour qu'il me garde respect. Et pourvu qu'il me le jure par la loi de la chevalerie qu'il a reçue, je le laisse aller libre, et je réponds du paiement. Que votre grâce, seigneur, prenne garde à ce qu'elle dit, reprit le jeune garçon. Mon maître que voici n'est point chevalier et n'a jamais reçu d'ordre de chevalerie. C'est Juan Aldudo, le riche bourgeois de Quintanar. Qu'importe, il peut y avoir des Aldudo chevaliers, et d'ailleurs chacun est fils de ses œuvres. C'est bien vrai, reprit André, mais de quelles œuvres ce maître-là est-il fils, lui qui me refuse mes gages, le prix de ma sueur et de mon travail? Je ne le refuse pas, André, mon ami, répondit le laboureur. Faites-moi le plaisir de venir avec moi, et je jure par tous les ordres de chevalerie qui existent dans le monde, de vous payer, comme je l'ai dit, un réal sur l'autre, et même avec des intérêts. Des intérêts, je vous fais grâce. Payez-le en bons deniers comptant, c'est tout ce que j'exige. Et prenez garde d'accomplir ce que vous venez de jurer. Sinon, et par le même serment, je jure de revenir vous chercher et vous châtier. Je saurais bien vous découvrir, fussiez-vous mieux caché qu'un lézard de muraille. Et si vous voulez savoir qui vous donne cet ordre, pour être plus sérieusement tenu de l'accomplir, sachez que je suis le valeureux Don Quichotte de la Manche, le défaiseur de tort et le réparateur d'iniquité. Maintenant, que Dieu vous bénisse. Mais n'oubliez pas ce qui est promis et juré, sous peine de la peine prononcée. Disant cela, il piqua des deux à Rocinante et disparut en un instant. Le laboureur le suivit des yeux, et quand il vit que Don Quichotte avait traversé le bois et ne paraissait plus, il revint à son valet André. Or ça, lui dit-il, venez ici, mon fils, je veux vous payer ce que je vous dois, comme ce défaiseur de tort m'en a laissé l'ordre. Je le jure bien, reprit André, et votre grâce fera sagement d'exécuter l'ordonnance de ce bon chevalier, auquel Dieu donne 1000 années de vie pour sa vaillance et sa bonne justice, et qui reviendra, par la vie de Saint-Roch, si vous ne me payez, exécuter ce qu'il a dit. Moi aussi, je le jure, reprit le laboureur, mais par le grand amour que je vous porte, je veux accroître la dette pour accroître le paiement. Et le prenant par le bras, il revint l'attacher au même chêne, où il lui donna tant de coups qu'il le laissa pour mort. Appelez maintenant, seigneur André, disait le laboureur, appelez le défaiseur de tort. Vous verrez s'il défait celui-ci.
quoique je crois pourtant qu'il n'est pas encore complètement fait, car il me prend l'envie de vous écorcher tout vif, comme vous en aviez peur. À la fin, il le détacha et lui donna permission d'aller chercher son juge pour qu'il exécutât la sentence rendue. André partit tout éploré, jurant qu'il irait chercher le valeureux Don Quichotte de la Manche, qui lui conterait de point en point ce qui s'était passé, et que son maître le lui paierait au quadruple. Mais avec tout cela, le pauvre garçon s'en alla pleurant, et son maître resta à rire. Et c'est ainsi que le tort fut redressé par le valeureux Don Quichotte. Celui-ci, enchanté de l'aventure, qui lui semblait donner un heureux et magnifique début à ses prouesses de chevalerie, cheminait du côté de son village, disant à mi-voix: Tu peux bien te nommer heureuse par-dessus toutes les femmes qui vivent aujourd'hui dans ce monde. Oh, par-dessus toutes les belles dulcinées du Toboso. Puisque le sort t'a fait la faveur d'avoir pour sujet et pour esclave de tes volontés un chevalier aussi vaillant et aussi renommé que l'est et le sera Don Quichotte de la Manche, lequel, comme tout le monde le sait, reçut hier l'ordre de chevalerie, et dès aujourd'hui a redressé le plus énorme tort qu'ait inventé l'injustice et commis la cruauté, en ôtant le fouet de la main à cet impitoyable bourreau qui déchirait avec si peu de raison le corps de ce délicat enfant. En disant cela, il arrivait à un chemin qui se divisait en 4, et tout aussitôt lui vint à l'esprit le souvenir des carrefours où les chevaliers errants se mettaient à penser quel chemin ils choisiraient. Et pour les imiter, il resta un moment immobile. Puis, après avoir bien réfléchi, il lâcha la bride à Rocinante, remettant sa volonté à celle du bidet, lequel suivit sa première idée, qui était de prendre le chemin de son écurie. Après avoir marché environ 2000, Don Quichotte découvrit une grande troupe de gens, que depuis l'on sut être des marchands de Tolède, qui allaient acheter de la soie à Murcie. Ils étaient 6, portant leur parasol, avec 4 valets à cheval et 3 garçons de mules à pied. À peine Don Quichotte les aperçut-il qu'il s'imagina faire rencontre d'une nouvelle aventure, et pour imiter autant qu'il lui semblait possible les passes d'armes qu'il avait lues dans ses livres, il crut trouver tout à propos l'occasion d'en faire une à laquelle il songeait. Ainsi, prenant l'air fier et la contenance assurée, il s'affermit bien sur ses étriers, empoigna sa lance, se couvrit la poitrine de son écu, et, campé au beau milieu du chemin, il attendit l'approche de ses chevaliers errants, puisqu'il les tenait et les jugeait pour tels. Dès qu'ils furent arrivés à portée de voir et d'entendre, Don Quichotte éleva la voix, et d'un ton arrogant leur cria: Que tout le monde s'arrête. Si tout le monde ne confesse qu'il n'y a dans le monde entier demoiselle plus belle que l'impératrice de la Manche, la sans pareille Dulcinée du Toboso. Les marchands s'arrêtèrent, au bruit de ces paroles, pour considérer l'étrange figure de celui qui les disait, et par la figure et par les paroles, ils reconnurent aisément la folie du pauvre diable. Mais ils voulurent voir plus au long où pouvait tendre cette confession qu'il leur demandait, et l'un d'eux, qui était quelque peu goguenard, et savait fort discrètement railler, lui répondit: Seigneur chevalier, nous ne connaissons pas cette belle dame dont vous parlez. Faites-nous la voir, et si elle est d'une beauté aussi incomparable que vous nous le signifiez, de bon cœur et sans nulle contrainte, nous confesserons la vérité que votre bouche demande. Si je vous la laissais voir, quel beau mérite auriez-vous à confesser une vérité si manifeste? L'important, c'est que, sans la voir, vous le croyiez, confessiez, affirmiez, juriez et souteniez les armes à la main. Sinon, en garde et en bataille, gens orgueilleux et démesurés, que vous veniez un à un comme l'exige l'ordre de chevalerie, ou bien tous ensemble comme c'est l'usage de la ville habitude des gens de votre trempe. Je vous attends ici, et je vous défie, confiant dans la raison que j'ai de mon côté. Seigneur chevalier, reprit le marchand, je supplie votre grâce, au nom de tous, tant que nous sommes de princes ici, qu'afin de ne pas charger nos consciences en confessant une chose que nous n'avons jamais vue ni entendue, et qui est en outre si fort au détriment des impératrices et reines de la Castille et de l'Estramadour, vous vouliez bien nous montrer quelques portraits de cette dame. Ne fût-il pas plus gros qu'un grain d'orge, par l'échantillon, nous jugerons de la pièce, et tandis que nous garderons l'esprit en repos, votre grâce recevra pleine satisfaction. Et je crois même, tant nous sommes déjà portés en sa faveur, que son portrait nous fit-il voir qu'elle est borgne d'un œil, et que l'autre d'ici est du soufre et du vermillon. Malgré cela, pour complaire à votre grâce, nous dirions à sa louange tout ce qu'il vous plaira. Elle ne distille rien, canaille infâme. Elle ne distille rien, je le répète, de ce que vous venez de dire, mais bien du musc et de l'ambre. Elle n'est ni tordue, ni bossue, mais plus droite qu'un fuseau de Guadarrama. Et vous allez payer le blasphème énorme que vous avez proféré contre une beauté du calibre de celle de madame. En disant cela, il se précipite, la lance baissée, contre celui qui avait porté la parole, avec tant d'ardeur et de furie, que si quelque bonne étoile lui fait trébucher et tomber Rocinante au milieu de la course, mal en aurait pris à l'audacieux marchand. Rocinante tomba donc, et envoya rouler son maître à 10 pas plus loin, lequel s'efforçait de se relever, sans en pouvoir venir à bout, tant le chargé était l'embarrassé, la lance, l'écu, les éperons, la salade et le poids de sa vieille armure. Et au milieu des incroyables efforts qu'il faisait vainement pour se remettre sur pied, il ne cessait de dire: Ne fuyez pas, race de poltrons, race d'esclaves, ne fuyez pas. Prenez garde que ce n'est point par ma faute, mais par celle de mon cheval que je suis étendu sur la terre. Un garçon muletier, de la suite des marchands, qui sans doute n'avait pas l'humeur fort endurante, ne put entendre proférer au pauvre chevalier tombé tant d'arrogance et de bravade, sans avoir envie de lui en donner la réponse sur les côtes. S'approchant de lui, il lui arracha sa lance, en fit 3 ou 4 morceaux, et de l'un d'eux se mit à frapper si fort et si dru sur notre Don Quichotte, qu'en dépit de ses armes, il le moulut comme plâtre. Ses maîtres avaient beau lui crier de ne pas t'en frapper et de le laisser tranquille, le muletier avait pris goût au jeu, et ne voulut quitter la partie qu'après avoir pompé tout le reste de sa colère. Il ramassa les autres éclats de la lance et acheva de les briser l'un après l'autre sur le corps du misérable abattu, lequel, tandis que cette grêle de coups lui pleuvait sur les épaules, ne cessait d'ouvrir la bouche pour menacer le ciel et la terre et les voleurs de grands chemins qui le traitaient ainsi.
Enfin, le muletier se fatigua et les marchands continuèrent leur chemin, emportant de quoi compter pendant tout le voyage sur l'aventure du pauvre fou bâtonné. Celui-ci, dès qu'il se vit seul, essaya de nouveau de se relever. Mais s'il n'avait pu en venir à bout lorsqu'il était sain et bien portant, comment aurait-il mieux réussi étant moulu et presque anéanti? Et pourtant, il faisait contre fortune bon cœur, regardant sa disgrâce comme propre et commune aux chevaliers errants, et l'attribuant d'ailleurs tout entière à la faute de son cheval. Mais quant à se lever, ce n'était pas possible, tant il avait le corps meurtri et disloqué. Chapitre 5. Où se continue le récit de la disgrâce de notre chevalier. Voyant donc qu'en effet il ne pouvait remuer, Don Quichotte prit le parti de recourir à son remède ordinaire, qui était de songer à quelques passages de ses livres. Et sa folie lui remit aussitôt en mémoire l'aventure de Baudouin et du marquis de Mantoue, lorsque Charlot abandonna le premier, blessé dans la montagne. Histoire reçue des enfants, comme des jeunes gens, vantée et même crue des vieillards, et véritable avec tout cela comme les miracles de Mahomet. Celle-là donc lui sembla venir tout exprès pour sa situation, et donnant les signes de la plus vive douleur, il commença à se rouler par terre, et à dire d'une voix affaiblie, justement ce que disait-on, le chevalier blessé. Oh madame, où es-tu que mon mal te touche si peu? Ou tu ne le sais pas, ou tu es fausse et déloyale. De la même manière, il continua de réciter le romance, et quand il fut au vers qui disent « Ô noble marquis de Mantoue, mon oncle et seigneur par le sang, le hasard fit passer par là un laboureur de son propre village, et demeurant tout près de sa maison, lequel venait de conduire une charge de blé au moulin. Voyant cet homme étendu, il s'approcha et lui demanda qui il était, et quel mal il ressentait pour se plaindre si tristement. Don Quichotte crut sans doute que c'était son oncle le marquis de Mantoue. Aussi ne lui répondit-il pas autre chose que de continuer son romance, où Baudouin lui rendait compte de sa disgrâce et des amours du fils de l'empereur avec sa femme, tout cela mot pour mot, comme on le chante dans le romance. Le laboureur écoutait, tout surpris, ces sottises, et lui ayant ôté la visière, que les coups de bâton avaient mise en pièces, il lui essuya le visage qui était plein de poussière. Et dès qu'il eut un peu débarbouillé, il reconnut. « Eh bon Dieu !» s'écria-t-il, « Seigneur Quirade !» Tel devait être son nom quand il était en bon sens, et qu'il ne s'était pas encore transformé d'hidalgo paisible en chevalier errant. « Qui vous a mis en cet état ?» Mais l'autre continuait son romance à toutes les questions qui lui étaient faites. Le pauvre homme, voyant cela, lui ôta du mieux qu'il put le corselet et l'épaulière pour voir s'il n'avait pas quelque blessure. Mais il n'aperçut pas trace de sang. Alors il essaya de le lever de terre, et non sans grande peine, il le hissa sur son âne, qui lui semblait une plus tranquille monture. Ensuite, il ramassa les armes jusqu'aux éclats de la lance, et les mit en paquet sur Rocinante. Puis, prenant celui-ci par la bride, et l'âne par le licou, il s'achemina du côté de son village, tout préoccupé des 1000 extravagances que débitait Don Quichotte. Et Don Quichotte ne l'était pas moins, lui qui, brisé et moulu, ne pouvait se tenir sur la bourrique et pousser de temps en temps des soupirs jusqu'au ciel. Si bien que le laboureur se vit obligé de lui demander encore quel mal il éprouvait. Mais le diable, à ce qu'il paraît, lui rappelait à la mémoire toutes les histoires accommodées à la sienne. Car en cet instant, oubliant tout à coup Baudouin, il se souvint du mort à Bendaraez, quand le gouverneur d'Antequera, Rodrigo de Narvaez, le fit prisonnier et l'emmena dans son château fort. De sorte que, le laboureur lui ayant redemandé comment il se trouvait et ce qu'il avait, il lui répondit les mêmes paroles et les mêmes propos que la serrage captif à Rodrigo de Narvaez, tout comme il en avait lu l'histoire dans Diane de Montemayor, se l'appliquant si bien à propos que le laboureur se donnait au diable d'entendre un tel fracas d'extravagance. Par là, il reconnut que son voisin était décidément fou. Et il avait hâte d'arriver au village pour se délivrer du dépit que lui donnait Don Quichotte avec son interminable harangue. Mais celui-ci ne l'eut pas achevé, qu'il ajouta « Il faut que vous sachiez, Don Rodrigo de Narvaez, que cette Xarifa dont je viens de parler est maintenant la charmante Dulcinée du Toboso, pour qui j'ai fait, je fais et je ferai les plus fameux exploits de chevalerie qu'on ait vus, qu'on voit et qu'on verra dans le monde. » « Ah, pécheur que je suis, répondit le paysan, mais voyez donc, seigneur, que je ne suis ni Rodrigo de Narvaez, ni le marquis de Mantoue, mais bien Pierre Alonso, votre voisin, et que votre grâce n'est pas davantage Baudouin, ni Abendaraez, mais bien l'honnête hidalgo, seigneur Quirada. » Je sais qui je suis, et je sais qui je puis être, non seulement ce que j'ai dit, mais encore les 12 pairs de France, et les 9 chevaliers de la renommée, puisque les exploits qu'ils ont faits tous ensemble, et chacun en particulier, n'approcheront jamais les miens. Ce dialogue, et d'autres semblables, les menèrent jusqu'au pays, où ils arrivèrent à la chute du jour. Mais le laboureur attendit que la nuit fût close pour qu'on ne vît pas le disloqué gentilhomme si mal monté. L'heure venue, il entra au village et gagna la maison de Don Quichotte, qu'il trouva pleine de troubles et de confusion. Le curé et le barbier du lieu, tous deux grands amis de Don Quichotte, s'y étaient réunis, et la gouvernante leur disait, en se lamentant, « Que vous ensemble, seigneur licencié Père Pérez !» Ainsi s'appelait le curé. « Et que pensez-vous de la disgrâce de mon seigneur? Voilà 6 jours qu'il ne paraît plus, ni lui, ni le bidet, ni la rondache, ni la lance, ni les armes. Ah, malheureuse que je suis, je gâcherai ma tête, et c'est aussi vrai que je suis né pour mourir, que ces maudits livres de chevalerie qu'il a ramassés et qu'il lit du matin au soir lui ont tourné l'esprit. Je me souviens maintenant de lui avoir entendu dire bien des fois, se parlant à lui-même, qu'il voulait se faire chevalier errant et s'en aller par le monde chercher les aventures. Que Satan et Barabbas emportent tous ces livres qui ont ainsi gâté le plus délicat entendement qui fut dans toute la Manche. » La nièce, de son côté, disait la même chose, et plus encore. « Sachez, seigneur maître Nicolas,
car c'était le nom du barbier, qu'il est souvent arrivé à mon seigneur oncle de passer à lire dans ses abominables livres de malheur 2 jours avec leur nuit, au bout desquels il jetait le livre tout à coup, empoignait son épée et se mettait à escrimer contre les murailles. Et quand il était rendu de fatigue, il disait qu'il avait tué 4 géants, grands comme 4 tours, et la sueur qui lui coulait de lassitude, il disait que c'était le sang des blessures qu'il avait reçues dans la bataille. Puis ensuite, il buvait un grand pot d'eau froide, et il se trouvait guéri et reposé, disant que cette eau était un précieux breuvage que lui avait apporté le sage Esquif, un grand enchanteur, son ami. Mais c'est à moi qu'en est toute la faute, à moi qui ne vous ai pas avisé des extravagances de mon seigneur oncle, pour que vous y portiez remède, avant que le mal arrivât jusqu'où il est arrivé, pour que vous brûliez tous ces excommuniés de livres, et il y en a beaucoup, qui méritent bien d'être grillés comme autant d'hérétiques. Ma foi, j'en dis autant, reprit le curé, et le jour de demain ne se passera pas sans qu'on en fasse un auto-da-fé, et qu'il soit condamné au feu, pour qu'il ne donne plus envie à ceux qui le liraient de faire ce qu'a fait mon pauvre ami. Tous ces propos, Don Quichotte et le laboureur les entendaient hors de la porte, si bien que celui-ci acheva de connaître la maladie de son voisin. Et il se mit à crier à tue-tête: « Ouvrez, s'il vous plaît, au seigneur Baudouin et au seigneur marquis de Mantoue, qui vient grièvement blessé, et au seigneur mort à Bendaraes, qu'amène prisonnier le valeureux Rodrigo de Narvaez, gouverneur d'Antequera. » Ils sortirent tous à ses cris, et reconnaissant aussitôt les uns leur ami, les autres leur oncle et leur maître, qui n'étaient pas encore descendus de l'âne, faute de le pouvoir, ils coururent à l'envie l'embrasser. Mais il leur dit: « Arrêtez-vous tous. Je viens grièvement blessé par la faute de mon cheval. Qu'on me porte à mon lit et qu'on appelle, si c'est possible, la sage Urgande pour qu'elle vienne panser mes blessures. » « Hein » s'écria aussitôt la gouvernante. « Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que le cœur ne me disait pas bien de quel pied boitait mon maître? Allez, montez, seigneur, et soyez les bienvenus, et sans qu'on appelle cette Urgande, nous saurons bien vous penser. Maudit soit-il, dis-je, une autre et 100 autres fois, ces livres de chevalerie qui ont mis sa grâce en un si bel état. » On porta bien vite Don Quichotte dans son lit, mais quand on examina ses blessures, on n'en trouva aucune. Il leur dit alors: « Je n'ai que les contusions d'une chute, parce que Rocinante, mon cheval, s'est abattu sous moi, tandis que je combattais contre 10 géants, les plus démesurés et les plus formidables qui se puissent rencontrer sur la moitié de la terre. » « Bah, dit le curé, voici des géants en danse. Par le saint dont je porte le nom, la nuit ne viendra pas demain que je ne les ai brûlés. » Ils firent ensuite 1000 questions à Don Quichotte. Mais celui-ci ne voulut rien répondre, sinon qu'on lui donna à manger et qu'on le laissa dormir, 2 choses dont il avait le plus besoin. On lui obéit. Le curé s'informa tout au long près du paysan de quelle manière il avait rencontré Don Quichotte. L'autre raconta toute l'histoire, sans omettre les extravagances, qu'en le trouvant et en le ramenant, il lui avait entendu dire. C'était donner au licencié plus de désir encore de faire ce qu'en effet il fit le lendemain, à savoir d'aller rappeler son ami, le barbier, maître Nicolas, et de s'en venir avec lui à la maison de Don Quichotte. Chapitre 6. De la grande et gracieuse enquête que firent le curé et le barbier dans la bibliothèque de notre ingénieux Hidalgo. Lequel dormait encore. Le curé demanda à la nièce les clés de la chambre où se trouvaient les livres, auteurs du dommage, et de bon cœur elle les lui donna. Ils entrèrent tous, la gouvernante à leur suite, et ils trouvèrent plus de 100 gros volumes, fort bien reliés, et quantité d'autres petits. Dès que la gouvernante les aperçut, elle sortit de la chambre en grande hâte, et revint bientôt, apportant une écuelle d'eau bénite avec un goupillon. « Tenez, seigneur licencié, dit-elle, arrosez cette chambre, de peur qu'il n'y ait ici quelque enchanteur, de ceux dont les livres sont pleins, et qui ne nous enchantent en punition de la peine que nous voulons leur infliger, en les chassant de ce monde. » Le curé se mit à rire de la simplicité de la gouvernante, et dit au barbier de lui présenter ses livres un à un, pour voir de quoi ils traitaient, parce qu'il pouvait s'en rencontrer quelques-uns dans le nombre qui ne méritassent pas le supplice du feu. « Non, non, s'écria la nièce, il n'en faut épargner aucun, car ils ont tous fait le mal. Il vaut mieux les jeter par la fenêtre dans la cour, en faire une pile et y mettre le feu, ou bien les emporter dans la basse-cour, et là nous ferons le bûcher pour que la fumée n'incommode point. » La gouvernante fut du même avis, tant elle désirait toutes deux la mort de ces pauvres innocents. Mais le curé ne voulut pas y consentir, sans en avoir au moins lu les titres. Et le premier ouvrage que maître Nicolas lui remit dans les mains fut les 4 volumes d'Amadis de Gaulle. « Il me semble, dit le curé, qu'il y ait là-dessous quelques mystères, car selon ce que j'ai ouï dire, c'est là le premier livre de chevalerie qu'on ait imprimé en Espagne. Tous les autres ont pris de celui-là naissance et origine. Il me semble donc que, comme le fondateur d'une si détestable secte, nous devons sans rémission le condamner au feu. »« Non pas, seigneur, répondit le barbier, car j'ai ouï dire aussi que c'est le meilleur de tous les livres de cette espèce qu'on ait composé, et comme unique en son genre, il mérite qu'on lui pardonne. » C'est également vrai, dit le curé. Pour cette raison, nous lui faisons, quant à présent, grâce de la vie. Voyons cet autre qui est à côté de lui. Ce sont, répondit le barbier, les prouesses d'Esplandian, fils légitime d'Amadis de Gaulle. Pardieu, dit le curé, il ne faut pas tenir compte au fils des mérites du père. Tenez, dame gouvernante, ouvrez la fenêtre et jetez-le à la cour. C'est lui qui commencera la pile du feu de joie que nous allons allumer. La gouvernante ne se fit pas prier, et le brave Esplandian s'en alla, en volant, dans la cour, attendre avec résignation le feu qui le menaçait. Un autre, dit le curé. Celui qui vient après, dit le barbier. C'est Amadis de Grèce, et tous ceux du même côté sont, à ce que je crois bien, du même lignage des Amadis. Eh bien, dit le curé, qu'ils aillent tous à la basse-cour, car plutôt que de ne pas brûler la reine Pintiquinestra et le berger d'Arimel et ses églogues et les propos alambiqués de leur auteur, je brûlerais avec eux le père qui m'a mis au monde s'il apparaissait sous la figure du chevalier errant. C'est bien mon avis, dit le barbier. Et le mien aussi, reprit la nièce.
Ainsi donc, dit la gouvernante, passez-les et qu'ils aillent à la basse-cour. On lui donna le paquet, car ils étaient nombreux, et pour épargner la descente de l'escalier, elle les envoya par la fenêtre du haut en bas. Quel est ce gros volume demanda le curé. C'est, répondit le barbier, Don Olivante de Laura. L'auteur de ce livre, reprit le curé, est le même qui a composé Le Jardin des Fleurs. Et, en vérité, je ne saurais guère décider lequel des deux livres est le plus véridique, ou plutôt le moins menteur. Mais ce que je sais dire, c'est que celui-ci ira à la basse-cour comme un extravagant et un présomptueux. Le suivant, dit le barbier, est Floris Mars d'Hyrcanie. Ah ah, répliqua le curé, le seigneur Floris Mars se trouve ici. Par ma foi, qu'il se dépêche de suivre les autres, en dépit de son étrange naissance et de ses aventures rêvées. Car la sécheresse et la dureté de son style ne méritent pas une autre fin. À la basse-cour, celui-là, et cet autre encore, dame gouvernante. Très volontiers, seigneur, répondit-elle. Et déjà, elle se mettait gaiement en devoir d'exécuter cet ordre. Celui-ci est le chevalier Platyre, dit le barbier. C'est un très vieux livre, reprit le curé, mais je n'y trouve rien qui mérite grâce. Qu'il accompagne donc les autres sans réplique. Ainsi fut fait. On ouvrit un autre livre, et l'on vit qu'il avait pour titre Le Chevalier de la Croix. Un nom aussi sain que ce livre le porte, dit le curé, mériterait qu'on fît grâce à son ignorance. Mais il ne faut pas oublier le proverbe, derrière la croix se tient le diable. Qu'il aille au feu. Prenons un autre livre. Voici, dit le barbier, le miroir de chevalerie. Ah, je connais déjà sa seigneurie, dit le curé. On y rencontre le seigneur Renaud de Montauban, avec ses amis et compagnons, tous plus voleurs que Cacus, et les 12 pairs de France, et leur véridique historien Turpin. Je suis, par ma foi, d'avis de ne les condamner qu'à un bannissement perpétuel, et cela parce qu'ils ont eu quelque part dans l'invention du fameux Matteo Boiardo, d'où a tissé sa toile le poète chrétien Ludovic Arios. Quant à ce dernier, si je le rencontre ici et qu'il parle une autre langue que la sienne, je ne lui porterai nul respect. Mais s'il parle en sa langue, je l'élèverai par vénération au-dessus de ma tête. Moi, je l'ai en italien, dit le barbier, mais je ne l'entends pas. Il ne serait pas bon non plus que vous l'entendissiez, répondit le curé, et mieux aurait valu que ne l'entendît pas davantage un certain capitaine, qui ne nous l'aurait pas apporté en Espagne pour le faire castillan, car il lui a bien enlevé de son prix. C'est au reste ce que feront tous ceux qui voudront faire passer les ouvrages en vers dans une autre langue, quelque soin qu'ils mettent et quelque habileté qu'ils déploient, jamais ils ne les conduiront au point de leur première naissance. Mon avis est que ce livre, et tous ceux qu'on trouvera parlant de ces affaires de France, soient descendus et déposés dans un puits sec, jusqu'à ce qu'on décide, avec plus de réflexion, ce qu'il faut faire d'eux. J'accepte toutefois un certain Bernard del Carpio, qui doit se trouver par ici, et un autre encore, appelé Roncevaux, lesquels, s'ils tombent dans mes mains, passeront aussitôt dans celle de la gouvernante, et de là, sans aucune rémission, dans celle du feu. De tout cela, le barbier demeura d'accord, et trouva la sentence parfaitement juste, tenant son curé pour si bon chrétien et si amant de la vérité, qu'il n'aurait pas dit autre chose qu'elle pour toutes les richesses du monde. En ouvrant un autre volume, il vit que c'était Palmerin d'Olive, et près de celui-là s'en trouvait un autre qui s'appelait Palmerin d'Angleterre. À cette vue, le licencié s'écriva « Cette olive, qu'on la broie et qu'on la brûle, et qu'il n'en reste pas même de cendre. Mais cette palme d'Angleterre, qu'on la conserve comme chose unique, et qu'on fasse pour elle une cassette aussi précieuse que celle qu'Alexandre trouva dans les dépouilles de Darius, et qu'il destina à renfermer les œuvres du poète Homère. Ce livre, seigneur compère, est considérable à 2 titres. D'abord parce qu'il est très bon en lui-même. Ensuite, parce qu'il passe pour être l'ouvrage d'un spirituel et savant roi du Portugal. Toutes les aventures du château de Miraguarda sont excellentes et de nombreux enlacements. Les propos sont clairs, sensés, de bon goût, et toujours appropriés au caractère de celui qui parle, avec beaucoup de justesse et d'intelligence. Je dis donc, sauf votre meilleur avis, seigneur maître Nicolas, que ce livre et l'Amadis de Gaulle soient exemptés du feu, mais que tous les autres, sans plus de demandes et de réponses, périssent à l'instant. Non, non, seigneur compère, répliqua le barbier, car celui que je tiens est le fameux Don Bellianis. Quant à celui-là, reprit le curé, ses 2e, 3e et 4e parties auraient besoin d'un peu de rhubarbe pour purger leur trop grande bile. Il faudrait en noter aussi toute cette histoire du château de la Renommée et quelques autres impertinences de même étoffe. Pour cela, on peut lui donner le délai d'outre-mer, et s'il se corrige ou non, l'on usera envers lui de miséricorde ou de justice. En attendant, gardez-les chez vous, compère, et ne les laissez lire à personne. J'y consens, répondit le barbier. Et sans se fatiguer davantage à feuilleter des livres de chevalerie, le curé dit à la gouvernante de prendre tous les grands volumes et de les jeter à la basse-cour. Il ne parlait ni à un sot, ni à un sourd, mais bien à quelqu'un qui avait plus envie de les brûler que de donner une pièce de toile à faire au tisserand, quelque grande et fine qu'elle pût être. Elle en prit donc 7 ou 8 d'une seule brassée et les lança par la fenêtre. Mais, voulant trop en prendre à la fois, un d'eux était tombé au pied du barbier, qui le ramassa par envie de savoir ce que c'était, et lui trouva pour titre « Histoire du fameux chevalier Tyran le Blanc ». « Bénédiction, dit le curé, en jetant un grand cri. Vous avez là Tyran le Blanc. Donnez-le vite, compère, car je réponds bien d'avoir trouvé en lui un trésor d'allégresse et une mine de divertissement. » C'est là que se rencontrent donc Kyrie Laïson de Montalban, un valeureux chevalier, et son frère Thomas de Montalban, et le chevalier de Fonseca, et la bataille que livra au dogue le valeureux tyran, et les finesses de la demoiselle plaisir de ma vie, avec les amours et les ruses de la veuve reposée, et madame l'impératrice, amoureuse d'Hippolyte, son écuyer. Je vous le dis en vérité, seigneur compère, pour le style, ce livre est le meilleur du monde. Les chevaliers y mangent, y dorment, y meurent dans leur lit, y font leur testament avant de mourir, et l'on y compte 1000 autres choses qui manquent à tous les livres de la même espèce.
Et pourtant, je vous assure que celui qui l'a composé méritait, pour avoir dit tant de sottises sans y être forcé, qu'on l'envoyât ramer aux galères tout le reste de ses jours. Emportez le livre chez vous et lisez-le, et vous verrez si tout ce que j'en dis n'est pas vrai. Vous serez obéis, répondit le barbier, mais que ferons-nous de tous ces petits volumes qui restent? Cela, dit le curé, ne doivent pas être des livres de chevalerie, mais de poésie. Il en ouvrit un et vit que c'était la Diane de Georges de Montemayor. Croyant qu'ils étaient tous de la même espèce, ceux-ci, dit-il, ne méritent pas d'être brûlés avec les autres, car ils ne font ni ne feront jamais le mal qu'ont fait ceux de la chevalerie. Ce sont des livres d'innocente récréation, sans danger pour le prochain. Ah, bon Dieu, monsieur le curé, s'écria la nièce, vous pouvez bien les envoyer rôtir avec le reste, car si mon oncle guérit de la maladie de chevalerie errante, en lisant cela, il n'aurait qu'à s'imaginer de se faire berger et de s'en aller par les prés et les bois, chantant et jouant de la musette, ou bien de se faire poète, ce qui serait pis encore, car c'est, à ce qu'on dit, une maladie incurable et contagieuse. Cette jeune fille a raison, dit le curé, et nous ferons bien d'ôter à notre ami, si facile à broncher, cette occasion de rechute. Puisque nous commençons par la Diane de Montemayor, je suis d'avis qu'on ne la brûle point, mais qu'on en note tout ce qui traite de la sage Félicie et de l'onde enchantée, et presque tous les grands vers. Qu'elle reste, j'y consens de bon cœur, avec sa prose et l'honneur d'être le premier de ces sortes de livres. Celui qui vient après, dit le barbier, est la Diane, appelée la seconde du Salmantin. Puis un autre portant le même titre, mais dont l'auteur est Gilles Polo. Pour celle du Salmantin, répondit le curé, qu'elle aille augmenter le nombre des condamnés de la basse-cour, et qu'on garde celle de Gilles Polo comme si elle était d'Apollon lui-même. Mais passons outre, seigneur compère, et dépêchons-nous, car il se fait tard. Celui-ci, dit le barbier qui en ouvrait un autre, renferme les 10 livres de fortune d'amour composés par Antonio de Lofraso, poète de Sardaigne. Par les ordres que j'ai reçus, s'écria le curé, depuis qu'Apollon est Apollon, les muses des muses et les poètes des poètes, jamais on n'a composé livre si gracieux et si extravagant. Dans son espèce, c'est le meilleur et l'unique de tous ceux qui ont paru à la clarté du jour, et qui ne l'a pas lu peut se vanter de n'avoir jamais rien lu d'amusant. Amenez ici, compère, car je fais plus de cas de l'avoir trouvé que d'avoir reçu en cadeau une soutane de Tasta de Florence. Et il le mit à part avec une grande joie. Ceux qui suivent, continua le barbier, sont le pasteur d'Ibérie, les nymphes de Hénarès et les remèdes à la jalousie. Il n'y a rien de mieux à faire, dit le curé, que de les livrer au bras séculier de la gouvernante, et qu'on ne me demande pas le pourquoi, car je n'aurai jamais fini. Voici maintenant le berger de Philida. Ce n'est pas un berger, dit le curé, mais bien un sage et ingénieux courtisan, qu'on le garde comme une relique. Ce grand-là qui vient ensuite, dit le barbier, s'intitule « Trésor de poésie variée ». Si elles étaient moins nombreuses, reprit le curé, elles n'en vaudraient que mieux. Il faut que ce livre soit sarclé et chardonné et débarrassé de quelques bassesses qui nuisent à ses grandeurs. Qu'on le garde pourtant, parce que son auteur est mon ami, et par respect pour ses autres œuvres, plus relevées et plus héroïques. Celui-ci, continua le barbier, est le chansonnier de Lopez Maldonado. L'auteur de ce livre, répondit le curé, est encore un de mes bons amis. Dans sa bouche, ses vers ravissent ceux qui les entendent, et telle est la suavité de sa voix que lorsqu'il les chante, il enchante. Il est un peu long dans les églogues, mais ce qui est bon n'est jamais de trop. Qu'on le mette avec les réservés. Mais quel est le livre qui est tout prêt? C'est la Galatée de Miguel de Cervantes, répondit le barbier. Il y a bien des années, reprit le curé, que ce Cervantes est un de mes amis, et je sais qu'il est plus versé dans la connaissance des infortunes que dans celle de la poésie. Son livre ne manque pas d'heureuses inventions, mais il propose et ne conclut rien. Attendons la seconde partie qu'il promet. Peut-être qu'en se corrigeant, il obtiendra tout à fait la miséricorde qu'on lui refuse aujourd'hui. En attendant, seigneur compère, gardez-le reclus en votre logis. Très volontiers, répondit maître Nicolas. En voici 3 autres qui viennent ensemble. Ce sont l'Araucane de Don Alonso de Ercilia, l'Austriade de Juan Rufo, juré de Cordoue, et le Montserrat de Cristóbal de Viruès, poète valencien. Tous les 3, dit le curé, sont les meilleurs qu'on ait écrits en vers héroïques dans la langue espagnole, et ils peuvent le disputer aux plus fameux d'Italie. Qu'on les garde comme les plus précieux bijoux de poésie que possède l'Espagne. Enfin, le curé se lassa de manier tant de livres et voulut que, sans plus d'interrogatoire, on jetât tout le reste au feu. Mais le barbier en tenait déjà un ouvert qui s'appelait Les larmes d'Angélique. Ah, je verserai les miennes, dit le curé, si j'avais fait brûler un tel livre, car son auteur fut un des plus fameux poètes, non seulement de l'Espagne, mais du monde entier, et il a merveilleusement réussi dans la traduction de quelques fables d'Ovide. Chapitre 7. De la seconde sortie de notre bon chevalier Don Quichotte de la Manche. On en était là quand Don Quichotte se mit à jeter de grands cris. Ici, ici, valeureux chevalier, c'est ici qu'il faut montrer la force de vos bras invincibles, car les gens de la cour remportent tout l'avantage du tournoi. Pour accourir à ce tapage, on laissa là l'inventaire des livres qui restaient. Aussi, croit-on que sans être entendus ni confrontés, la Caroléa et Léon d'Espagne s'en allèrent au feu avec les gestes de l'empereur, composés par Don Luis de Avila, car sans doute ils se trouvaient dans la bibliothèque. Et peut-être, si le curé les eût vus, n'aurait-il point subi ce rigoureux arrêt. Quand ils arrivèrent auprès de Don Quichotte, il avait quitté son lit et continuait à la fois ses cris et ses extravagances, frappant de tous côtés, d'estoc et de taille, mais aussi éveillé que s'il n'eût jamais dormi. On le prit à bras le corps et par force on le recoucha. Quand il se fut un peu calmé, il se tourna vers le curé pour lui adresser la parole et lui dit
En vérité, seigneur archevêque Turpin, c'est une grande honte que ceux de nous qui nous appelons les 12 pairs, nous laissions si bonnement remporter la victoire de ce tournoi aux chevaliers de la cour, après que nous autres, les chevaliers errants, en avons enlevé les prix ces 3 jours passés. Faites silence, seigneur compère, répondit le curé. S'il plaît à Dieu, la chance tournera, et ce qu'on perd aujourd'hui se peut gagner demain. Ne vous occupez pour le moment que de votre santé, car il me semble que vous devez être harassé et peut-être blessé grièvement. Blessé, non, mais moulu et rompu, cela ne fait pas de doute, car ce bâtard de Roland m'a roué de coups avec le tronc d'un chêne, et tout cela de pure jalousie, parce qu'il voit que je suis le seul pour tenir tête à ses fanfaronnades. Mais je ne m'appellerai pas Renaud de Montauban s'il ne me le payait quand je sortirai de ce lit, en dépit de tous les enchantements qui le protègent. Quant à présent qu'on me donne à manger, car c'est ce qui peut me venir de plus à propos, et qu'on laisse à ma charge le soin de ma vengeance. On s'empressa d'obéir et de lui apporter à manger. Après quoi, ils restèrent, lui, encore une fois endormi, et les autres émerveillés de sa folie. Cette même nuit, la gouvernante brûla et calcina autant de livres qu'ils s'en trouvaient dans la basse-cour et dans toute la maison, et tels d'entre eux souffrirent la peine du feu qui méritait d'être conservé dans d'éternelles archives. Mais leur mauvais sort et la paresse de l'examinateur ne permirent point qu'ils échappassent, et ainsi s'accomplit pour eux le proverbe que souvent le juste paie pour le pécheur. Un des remèdes qu'imaginèrent pour le moment le curé et le barbier contre la maladie de leur ami, ce fut qu'on mûra la porte du cabinet des livres, afin qu'il ne les trouvât plus quand ils se lèveraient, espérant qu'en ôtant la cause, les faits cesseraient aussi, et qu'on lui dit qu'un enchanteur les avait emportés, le cabinet et tout ce qu'il y avait dedans. Ce qui fut exécuté avec beaucoup de diligence. 2 jours après, Don Quichotte se leva, et la première chose qu'il fit fut d'aller voir ses livres. Mais ne trouvant plus le cabinet où il l'avait laissé, il s'en allait le cherchant à droite et à gauche, revenait sans cesse où il avait coutume de rencontrer la porte, en tâtait la place avec les mains, et, sans mot dire, tournait et retournait les yeux de tous côtés. Enfin, au bout d'un long espace de temps, il demanda à la gouvernante où se trouvait le cabinet des livres. La gouvernante, qui était bien stylée sur ce qu'elle devait répondre, lui dit « Quel cabinet ou quel rien du tout cherche votre grâce? Il n'y a plus de cabinet ni de livre dans cette maison, car le diable lui-même a tout emporté. » Ce n'était pas le diable, reprit la nièce, mais bien un enchanteur qui est venu sur une nuée, la nuit après que votre grâce est partie d'ici, et mettant pied à terre d'un serpent sur lequel il était à cheval, il entra dans le cabinet, et je ne sais ce qu'il y fit, mais au bout d'un instant, il sortit en s'envolant par la toiture, et laissa la maison toute pleine de fumée. Et quand nous voulûmes voir ce qu'il laissait de fait, nous ne vîmes plus ni livre ni chambre. Seulement, nous nous souvenons bien, les gouvernants et moi, qu'au moment de s'envoler, ce méchant vieillard nous cria d'en haut que c'était par une secrète inimitié qu'il portait au maître des livres et du cabinet qu'il faisait dans cette maison le dégât qu'on verrait ensuite. Il ajouta aussi qu'il s'appelait le sage Muniaton. Freston, il a dû dire. Je ne sais, répliqua la gouvernante, s'il s'appelait Feston ou Friton, mais en tout cas, c'est en ton que finit son nom. En effet, c'est un savant enchanteur, mon ennemi mortel, qui m'en veut parce qu'il sait, au moyen de son art et de son grimoire, que je dois, dans la suite des temps, me rencontrer en combat singulier avec un chevalier qu'il favorise, et que je dois aussi le vaincre, sans que sa science puisse en empêcher. C'est pour cela qu'il s'efforce de me causer tous les déplaisirs qu'il peut. Mais je l'informe, moi, qu'il ne pourra ni contredire ni éviter ce qu'a ordonné le ciel. Qui peut en douter, dit la nièce. Mais, monseigneur oncle, pourquoi vous mêlez-vous à toutes ces querelles? Ne vaudrait-il pas mieux rester pacifiquement dans sa maison que d'aller de par le monde chercher du meilleur pain que celui de froment, sans considérer que bien des gens vont quérir de la laine qui reviennent tondus? Oh, ma nièce, que vous êtes peu au courant des choses. Avant qu'on me tonde, moi, j'aurais rasé et arraché la barbe à tous ceux qui s'imagineraient me toucher à la pointe d'un seul cheveu. Toutes deux se turent, ne voulant pas répliquer davantage, car elles virent que la colère lui montait à la tête. Le fait est qu'il resta 15 jours dans sa maison, très calme, et sans donner le moindre indice qu'il voulut recommencer ses premières escapades. Pendant lequel temps, il eut de fort gracieux entretiens avec ses 2 compères, le curé et le barbier, sur ceux qui prétendaient que la chose dont le monde avait le plus besoin, c'était de chevaliers errants, et qu'il fallait y ressusciter la chevalerie errante. Quelquefois, le curé le contredisait, quelquefois, lui cédait aussi. Car à moins d'employer cet artifice, il eût été impossible d'en avoir raison. Dans ce temps-là, Don Quichotte sollicita secrètement un paysan, son voisin, homme de bien, si toutefois on peut donner ce titre à celui qui est pauvre, mais, comme on dit, de peu de plomb dans la cervelle. Finalement, il lui conta, lui persuada et lui promit tant de choses que le pauvre homme se décida à partir avec lui et à lui servir d'écuyer. Entre autres choses, Don Quichotte lui disait qu'il se disposait à le suivre de bonne volonté, parce qu'il pourrait lui arriver telle aventure qu'en un tour de main il gagnât quelque île dont il le ferait gouverneur sa vie durant. Séduit par ses promesses et d'autres semblables, Sancho pensa, c'était le nom du paysan, planta là sa femme et ses enfants et s'enrôla pour écuyer de son voisin. Don Quichotte se mit aussitôt en mesure de chercher de l'argent et, vendant une chose, engageant l'autre et gaspillant toutes ses affaires, il ramassa une raisonnable somme. Il se pourvut aussi d'une rondache de fer qu'il emprunta d'un de ses amis et raccommada du mieux qu'il put sa mauvaise salade brisée. Puis il avisa son écuyer Sancho du jour et de l'heure où il pensait se mettre en route pour que celui-ci se munît également de tout ce qu'il jugerait le plus nécessaire. Surtout, il lui recommanda d'emporter un bissac. L'autre promit qu'il n'y manquerait pas et ajouta qu'il pensait aussi emmener un très bon âne qu'il avait parce qu'il ne se sentait pas fort habile sur l'exercice de la marche à pied. À propos de l'âne, Don Quichotte réfléchit un peu, cherchant à se rappeler si, par hasard, quelque chevalier errant s'était fait suivre par un écuyer monté comme au moulin. Mais jamais sa mémoire ne put lui en fournir un seul. Cependant, il consentit à lui laisser emmener la bête, se proposant de l'accommoder d'une plus honorable monture dès qu'une occasion se présenterait, c'est-à-dire en enlevant le cheval au premier chevalier discourtois qui se trouverait sur son chemin. Il se pourvut aussi de chemises et des autres choses qu'il put se procurer, suivant le conseil que lui avait donné l'hôtelier, son parrain.
Tout cela fait et accompli, et ne prenant congé, ni pensa de sa femme et de ses enfants, ni Don Quichotte de sa gouvernante et de sa nièce, un beau soir, ils sortirent du pays sans être vus de personne, et ils cheminèrent si bien toute la nuit, qu'au point du jour, ils se tinrent pour certains de n'être plus attrapés, quand même on se mettrait à leur trousse. Sancho pensa s'en aller sur son âne, comme un patriarche avec son bissac, son outre, et de plus, une grande envie de se voir déjà gouverneur de l'île que son maître lui avait promise. Don Quichotte prit justement la même direction et le même chemin qu'à sa première sortie, c'est-à-dire à travers la plaine de Montiel, où il cheminait avec moins d'incommodité que la fois passée, car il était fort grand matin, et les rayons du soleil ne frappant que de biais ne le gênaient point encore. Sancho pensa, dit alors à son maître, Que votre grâce fasse bien attention, seigneur chevalier errant, de ne point oublier ce que vous m'avez promis au sujet du Nil, car, si grande qu'elle soit, je saurais bien la gouverner. À quoi répondit Don Quichotte? Il faut que tu saches, ami Sancho Panza, que ce fut un usage très suivi par les anciens chevaliers errants de faire leurs écuyers gouverneurs des îles ou royaumes qu'ils gagnaient, et je suis bien décidé à ce qu'une si louable coutume ne se perde point par ma faute. Je pense, au contraire, y surpasser tous les autres, car maintes fois, et même le plus souvent, ces chevaliers attendaient que leurs écuyers fussent vieux. C'est quand ceux-ci étaient rassasiés de servir, et là de passer de mauvais jours et de plus mauvaises nuits, qu'on leur donnait quelques titres de comte, ou pour le moins de marquis, avec quelques vallées ou quelques provinces à l'avenant. Mais si nous vivons, toi et moi, il peut bien se faire qu'avant 6 jours, je gagne un royaume fait de telle sorte qu'il en dépend de quelques autres, ce qui viendrait tout à point pour te couronner roi d'un de ceux-ci. Et que cela ne t'étonne pas, car il arrive à ces chevaliers des aventures si étranges, d'une façon si peu vue et si peu prévue, que je pourrais facilement te donner encore plus que je ne te promets. Ah, ce train-là, si par un de ces miracles que raconte votre grâce, j'allais devenir roi, Juana Gutiérrez, ma ménagère, ne deviendrait rien moins que reine, et mes enfants, enfants. Qui en doute? Moi, j'en doute, car j'imagine que quand même Dieu ferait pleuvoir des royaumes sur la terre, aucun ne s'ajusterait bien à la tête de Marie Gutiérrez. Sachez, Seigneur, qu'elle ne vaut pas 2 deniers pour être reine. Comtesse lui irait mieux, encore serait-ce avec l'aide de Dieu. Eh bien, laisse-en le soin à Dieu, Sancho. Il lui donnera ce qui sera le plus à sa convenance. Et ne te rapetisse pas l'esprit au point de venir à te contenter d'être moins que gouverneur de province. Non, vraiment, monseigneur, surtout ayant en votre grâce un si bon et si puissant maître qui saura me donner ce qui me convient le mieux et ce que mes épaules pourront porter. Chapitre 8. Du beau succès qu'eut le valeureux Don Quichotte dans l'épouvantable et inimaginable aventure des moulins à vent, avec d'autres événements dignes d'heureuses souvenances. En ce moment, ils découvrirent 30 ou 40 moulins à vent qu'il y a dans cette plaine, et dès que Don Quichotte les vit, il dit à son écuyer, La fortune conduit nos affaires, mieux que ne pourrait y réussir notre désir même. Regarde, ami Sancho, voilà devant nous au moins 30 démesurés géants, auxquels je pense livrer bataille et ôter la vie à tous tant qu'ils sont. Avec leurs dépouilles, nous commencerons à nous enrichir, et c'est grandement servir Dieu que de faire disparaître si mauvaise engeance de la face de la terre. Quels géants? Ceux que tu vois là-bas, avec leurs grands bras, car il y en a qui les ont de presque 2 lieues de long. Prenez donc garde, ce que nous voyons là-bas, ce ne sont pas des géants, mais des moulins à vent, et ce qui paraît leurs bras, ce sont leurs ailes, qui, tournées par le vent, font tourner à leur tour la meule du moulin. On voit bien que tu n'es pas expert en fait d'aventure. Ce sont des géants, te dis-je. Si tu as peur, ôte-toi de là, et va te mettre en oraison, pendant que je leur livrerai une inégale et terrible bataille. En parlant ainsi, il donne de l'éperon à son cheval Rocinante, sans prendre garde aux avis de son écuyer Sancho, qui lui criait qu'à coup sûr, c'étaient des moulins à vent et non des géants qu'il allait attaquer. Pour lui, il s'était si bien mis dans la tête que c'était des géants, que non seulement il n'entendait point les cris de son écuyer Sancho, mais qu'il ne parvenait pas, même en approchant de tout près, à reconnaître la vérité. Au contraire, et tout en courant, il disait à grands cris, Ne fuyez pas, lâche et vile créature, c'est un seul chevalier qui vous attaque. Un peu de vent s'étant alors levé, les grandes ailes commencèrent à se mouvoir. Ce que voyant, Don Quichotte s'écria, Quand même, vous remueriez plus de bras que le géant Briaré, vous allez me le payer. En disant ces mots, il se recommande du profond de son cœur à sa dame Dulcinée, la priant de le secourir en un tel péril. Puis, bien couvert de son écu et la lance en arrêt, il se précipite, au plus grand galop de Rocinante, contre le premier moulin qui se trouvait devant lui. Mais, au moment où il perçait l'aile d'un grand coup de lance, le vent la chasse avec tant de furie qu'elle met la lance en pièces et qu'elle emporte après elle le cheval et le chevalier qui s'en alla rouler sur la poussière en fort mauvais état. Sancho pansa accourut à son secours de tout le trot de son âne, et trouva, en arrivant près de lui, qu'il ne pouvait plus remuer, tant le coup et la chute avaient été rudes. Miséricorde! N'avais-je pas bien dit à votre grâce qu'elle prit garde à ce qu'elle faisait, que ce n'était pas autre chose que des moulins à vent, et qu'il fallait, pour s'y tromper, en avoir d'autres dans la tête? Paix, ami Sancho. Les choses de la guerre sont plus que tout autre sujettes à des chances continuelles. D'autant plus que je pense, et ce doit être la vérité, que ce sage Freston, qui m'a volé les livres et le cabinet, a changé ces géants en moulins pour m'enlever la gloire de les vaincre. Tant est grande l'inimitié qu'il me porte. Mais en fin de compte, son art maudit ne prévaudra pas contre la bonté de mon épée. Et il aida son maître à remonter sur Rocinante, qui avait les épaules à demi déboîtées. En conversant sur l'aventure, ils suivirent le chemin du Port-Lapis, parce que, disait Don Quichotte,
Comme c'est un lieu de grand passage, on ne pouvait manquer d'y rencontrer toutes sortes d'aventures. Seulement, il s'en allait tout chagrin de ce que sa lance lui manqua, et faisant part de ce regret à son écuyer, il lui dit « Paix, paix, ami Sancho. Les choses de la guerre sont plus que tout autre sujettes à des chances continuelles. D'autant plus que je pense, et ce doit être la vérité, que ce sage Freston qui m'a volé les livres et le cabinet a changé ces géants en moulins pour m'enlever la gloire de les vaincre. Tant est grande l'inimitié qu'il me porte. Mais en fin de compte, son art maudit ne prévaudra pas contre la bonté de mon épée. » Dieu le veuille comme il le peut. Et il aida son maître à remonter sur Rocinante, qui avait les épaules à demi déboîtées. En conversant sur l'aventure, ils suivirent le chemin du port Lapis, parce que, disait Don Quichotte, comme c'est un lieu de grand passage, on ne pouvait manquer d'y rencontrer toutes sortes d'aventures. Seulement, il s'en allait tout chagrin de ce que la lance lui manqua, et faisant part de ce regret à son écuyer, il lui dit « Je me souviens d'avoir lu qu'un chevalier espagnol nommé Diego Pérez de Vargas, ayant eu son épée brisée dans une bataille, arracha d'un chêne une forte branche, ou peut-être le tronc, et, avec cette arme, fit de tels exploits et assomma tant de morts qu'on lui donna le nom d'Assommoir, que lui et ses descendants ajoutèrent depuis au nom de Vargas. Je t'ai dit cela parce que je pense arracher du premier chêne gris ou vert que je rencontre une branche aussi forte que celle-là, avec laquelle j'imagine faire de telles prouesses que tu te tiennes pour heureux d'en avoir mérité le spectacle et d'être témoin de merveilles qu'on aura peine à croire. » À la volonté de Dieu, je le crois, tout comme vous le dites, mais votre grâce ferait bien de se redresser un peu, car il me semble qu'elle se tient quelque peu de travers, et ce doit être l'effet de secousse de sa chute. Aussi vrai que tu le dis. Et si je ne me plains pas de la douleur que j'endure, c'est parce qu'il est interdit aux chevaliers errants de se plaindre d'aucune blessure, quand même les entrailles leur sortiraient de la plaie. S'il en est ainsi, je n'ai rien à répondre, mais Dieu sait si je ne serais pas ravi de vous entendre plaindre dès que quelque chose vous ferait mal. Pour moi, je puis dire que je me plaindrais au plus petit bobo, à moins toutefois que cette défense de se plaindre ne s'étende aux écuyers des chevaliers errants. Don Quichotte ne put s'empêcher de rire de la simplicité de son écuyer, et lui déclara qu'il pouvait fort bien se plaindre, quand et comme il lui plairait, avec ou sans envie, n'ayant jusque-là rien eu de contraire dans les lois de la chevalerie. Sancho lui fit remarquer alors qu'il était l'heure du dîner. Don Quichotte répondit qu'il ne se sentait point d'appétit pour le moment, mais que lui pouvait manger tout à sa fantaisie. Avec cette permission, Sancho s'arrangea du mieux qu'il put sur son âne, et tirant de son dit sac des provisions qu'il y avait mises, il s'en allait, mangeant et cheminant au petit pas derrière son maître. De temps en temps, il portait l'outre à sa bouche de si bonne grâce qu'il aurait fait envie au plus galant cabaretier de Malaga. Et tandis qu'il marchait ainsi, avalant un coup sur l'autre, il ne se rappelait aucune des promesses que son maître lui avait faites, et regardait, non comme un rude métier, mais comme un vrai délassement, de s'en aller cherchant des aventures, si périlleuses qu'elles pussent être. Finalement, ils passèrent cette nuit sous un massif d'arbres, de l'un desquels Don Quichotte rompit une branche sèche, qui pouvait au besoin lui servir de lance, et y ajusta le fer de celle qui s'était brisée. Don Quichotte ne dormit pas de toute la nuit, pensant à sa dame Dulcinée, pour se conformer à ce qu'il avait lu dans ses livres, que les chevaliers errants passaient bien des nuits, sans dormir, au milieu des forêts et des déserts, s'entretenant du souvenir de leur dame. Sancho pensa ne la passa point de même, car, comme il avait l'estomac plein, et non d'eau de chicorée, il n'en fit d'un bout à l'autre qu'un somme. Au matin, il fallut la voix de son maître pour l'éveiller, ce que ne pouvaient faire ni les rayons du soleil qui lui donnaient en plein sur le visage, ni le chant de 1000 oiseaux qui saluaient joyeusement la venue du nouveau jour. En se frottant les yeux, Sancho fit une caresse à son outre, et la trouvant un peu plus maigre que la nuit d'avant, son cœur s'affligea, car il lui sembla qu'il ne prenait pas le chemin de remédier si tôt à sa disette. Don Quichotte ne se soucia point non plus de déjeuner, préférant, comme on l'a dit, se repaître de succulents souvenirs. Ils reprirent le chemin du port Lapis, et vers 3 heures de l'après-midi, ils en découvrirent l'entrée. C'est ici que nous pouvons, ami Sancho, mettre les mains jusqu'au coude dans ce qu'on appelle aventure. Mais prends bien garde que, me vises-tu dans le plus grand péril du monde, tu ne dois pas mettre l'épée à la main pour me défendre, à moins que tu ne t'aperçoives que ceux qui m'attaquent sont de la canaille et des gens de rien, auquel cas tu peux me secourir. Mais si c'étaient des chevaliers, il ne t'est nullement permis ni concédé par les lois de la chevalerie de me porter secours, jusqu'à ce que tu sois toi-même armé chevalier. Par ma foi, Seigneur, votre grâce en cela sera bien obéie, d'autant plus que de ma nature je suis pacifique et fort ennemi de me fourrer dans le tapage et les querelles, mais à vrai dire, quand il s'agira de défendre ma personne, je ne tiendrai pas compte de ces lois, car celles de Dieu et des hommes permettent à chacun de se défendre contre quiconque voudrait l'offenser. Je ne dis pas le contraire, seulement, pour ce qui est de me secourir contre les chevaliers, tiens en bride tes mouvements naturels. Je répète que je n'y manquerai pas, et que je garderai ce commandement aussi bien que celui de chômer le dimanche. En devisant ainsi, ils découvrirent 2 moines de l'ordre de Saint-Benoît, à cheval sur 2 dromadaires, car les mules qu'ils montaient en avaient la taille, et portant leurs lunettes de voyage et leurs parasols. Derrière eux venait un carrosse, entouré de 4 ou 5 hommes à cheval, et suivi de 2 garçons de mules à pied. Dans ce carrosse était, comme on le sut depuis, une dame de Biscaye qui allait à Séville, où se trouvait son mari, prêt à passer aux Indes, avec un emploi considérable. Les moines ne venaient pas avec elle, mais suivaient le même chemin. À peine Don Quichotte les eut-il aperçus, qu'il dit à son écuyer « Ou je suis bien trompé,
où nous tenons la plus fameuse aventure qui se soit jamais vue. Car ces masses noires qui se montrent là-bas doivent être, et sont sans nul doute, des enchanteurs qui emmènent dans ce carrosse quelques princesses qu'ils ont enlevées. Il faut que je défasse ce tort à tout risque et de toute ma puissance. Ceci m'a l'air d'être pire que les moulins à vent. Prenez garde, seigneur. Ce sont là des moines de Saint-Benoît et le carrosse doit être à des gens qui voyagent. Prenez garde, je le répète, à ce que vous allez faire et que le diable ne vous tente pas. Je t'ai déjà dit, Sancho, que tu ne sais pas grand-chose en matière d'aventure. Ce que je te dis est la vérité, et tu le verras dans un instant. Tout en disant cela, il partit en avant et alla se placer au milieu du chemin par où venaient les moines. Et dès que ceux-ci furent arrivés assez près pour qu'il crût pouvoir se faire entendre d'eux, il leur cria de toute sa voix: Gens de l'autre monde, gens diaboliques, mettez sur le champ en liberté les hautes princesses que vous enlevez et gardez violemment dans ce carrosse. Sinon, préparez-vous à recevoir prompte mort pour juste châtiment de vos mauvaises œuvres. Les moines retinrent la bride et s'arrêtèrent, aussi émerveillés de la figure de Don Quichotte que de ses propos, auxquels ils répondirent: Seigneur chevalier, nous ne sommes ni diaboliques ni de l'autre monde, mais bien des religieux de Saint-Benoît qui suivons notre chemin, et nous ne savons si ce carrosse renferme ou non des princesses enlevées. Je ne me paye point de belles paroles, et je vous connais déjà, déloyales canailles. Puis, sans attendre d'autres réponses, il pique Rocinante et se précipite, la lance basse, contre le premier moine, avec tant de furie et d'intrépidité, que si le bon père ne se fût laissé tomber de sa mule, il aurait envoyé malgré lui par terre, ou grièvement blessé, ou mort peut-être. Le second religieux, voyant traiter ainsi son compagnon, prit ses jambes au cou de sa bonne mule et enfila la venelle, aussi léger que le vent. Sancho pensa qu'il vit d'autres moines par terre, sauta légèrement de sa monture, et se jetant sur lui, se mit à lui ôter son froc et son capuce. Alors deux valets qu'avaient les moines accoururent, et lui demandèrent pourquoi ils déshabillaient leur maître. Sancho leur répondit que ces habits lui appartenaient légitimement comme dépouille de la bataille qu'avait gagnée son seigneur, Don Quichotte. Les valets, qui n'entendaient pas raillerie et ne comprenaient rien à ces histoires de dépouilles et de batailles, voyant que Don Quichotte s'était éloigné pour aller parler aux gens du carrosse, tombèrent sur Sancho, le jetèrent à la renverse, et sans lui laisser poil de barbe au menton, le rouèrent si bien de coups qu'ils le laissèrent étendu par terre, sans haleine et sans connaissance. Le religieux ne perdit pas un moment pour remonter sur sa mule, tremblant, épouvanté, et le visage tout blême de frayeur. Dès qu'il se vit à cheval, il piqua du côté de son compagnon, qui l'attendait assez loin de là, regardant comment finirait cette alarme. Et tous deux, sans vouloir attendre la fin de toute cette aventure, continuèrent en hâte leur chemin, faisant plus de signes de croix que s'ils eussent eu le diable lui-même à leur trousse. Pour Don Quichotte, il était allé, comme on l'a vu, parler à la dame du carrosse, et il lui disait: Votre beauté, madame, peut désormais faire de sa personne tout ce qui sera le plus de son goût. Car la superbe de vos ravisseurs gît maintenant à terre, abattue par ce bras redoutable. Afin que vous ne soyez pas en peine du nom de votre libérateur, sachez que je m'appelle Don Quichotte de la Manche, chevalier errant, et captif de la belle sans pareille Doña Dulcinée du Toboso. Et pour prix du bienfait que vous avez reçu de moi, je ne vous demande qu'une chose, c'est de retourner au Toboso, de vous présenter de ma part devant cette dame et de lui raconter ce que j'ai fait pour votre liberté. Tout ce que disait Don Quichotte était entendu par un des écuyers qui accompagnait la voiture, lequel était Biscayen. Et celui-ci, voyant qu'il ne voulait pas laisser partir la voiture, mais qu'il prétendait au contraire la faire retourner au Toboso, s'approcha de Don Quichotte, empoigna sa lance, et dans une langue qui n'était pas plus du castillan que du biscayen, lui parla de la sorte. Va, chevalier, que mal ailles-tu? Par le Dieu qui créa moi, si le carrosse ne laisse, aussi bien mort tu es que biscayen suis-je. Don Quichotte le comprit très bien et lui répondit avec un merveilleux sang-froid: Si tu étais chevalier aussi bien que tu ne l'es pas, chétive créature, j'aurais déjà châtié ton audace et ton insolence. À quoi le biscayen répliqua: Pas chevalier, moi? Je jure à Dieu, tant tu as menti comme chrétien. Si l'an se jette et épée tire, à l'eau tu verras comme ton chat vite s'en va. Biscayen par terre, Hidalgo par mer, Hidalgo par le diable, et menti tu as, si autre chose dit. C'est ce que nous allons voir, Répondit Don Quichotte, et jetant sa lance à terre, il tire son épée, embrasse son écu, et s'élance avec fureur sur le biscayen, résolu à lui ôter la vie. Le biscayen, qui le vit ainsi venir, aurait bien désiré sauter en bas de sa mule, mauvaise bête de louange, sur laquelle on ne pouvait compter. Mais il n'eut que le temps de tirer son épée, et bien lui prit de se trouver près du carrosse, d'où il saisit un coussin pour s'en faire un bouclier. Aussitôt, ils se jetèrent l'un sur l'autre, comme s'ils eussent été de mortels ennemis. Les assistants auraient voulu mettre le holà. Mais ils ne purent en venir à bout, parce que le biscayen jurait en son mauvais jargon que si on ne lui laissait achever la bataille, il tuerait lui-même sa maîtresse et tous ceux qui s'y opposeraient. La dame du carrosse, surprise et effrayée de ce qu'elle voyait, fit signe au cocher de se détourner un peu, et de quelque distance se mit à regarder la formidable rencontre. En s'abordant, le biscayen déchargea un si vigoureux coup de taille sur l'épaule de Don Quichotte que, si l'épée n'eut rencontré la rondache, elle ouvrait en deux notre chevalier jusqu'à la ceinture. Don Quichotte, qui ressentit la pesanteur de ce coup prodigieux, jeta un grand cri en disant: Ah, ah! Ô dame de mon âme dulcinée, fleur de beauté, secourez votre chevalier, qui pour satisfaire à la bonté de votre cœur, se trouve en cette dure extrémité. Dire ces mots, serrer son épée, se couvrir de son écu et assaillir le biscayen, tout cela fut l'affaire d'un moment. Il s'élança, déterminé à tout aventurer à la chance d'un seul coup. Le biscayen, le voyant ainsi venir à sa rencontre, jugea de son emportement par sa contenance, et résolut de jouer le même jeu que Don Quichotte.
Il l'attendait de pied ferme, bien couvert de son coussin, mais sans pouvoir tourner ni bouger sa mule, qui, harassée de fatigue et peu faite à de pareils jeux d'enfants, ne voulait avancer ni reculer d'un pas. Ainsi donc, comme on l'a dit, Don Quichotte s'est lancé, l'épée haute, contre le prudent Biscayen, dans le dessein de le fendre par moitié, et le Biscayen l'attendait de même, l'épée en l'air et abrité sous son coussin. Tous les assistants, épouvantés, attendaient avec anxiété l'issue des effroyables coups dont ils se menaçaient. La dame du carrosse offrait, avec ses femmes, 1000 vœux à tous les saints du paradis et 1000 cierges à toutes les chapelles d'Espagne, pour que Dieu délivrât leur écuyer et elle-même du péril extrême qu'ils couraient. Mais le mal de tout cela, c'est qu'en cet endroit même, l'auteur de cette histoire laisse la bataille indécise et pendante, donnant pour excuse qu'il n'a rien trouvé d'écrit sur les exploits de Don Quichotte, de plus qu'il en a déjà raconté. Il est vrai que le second auteur de cet ouvrage ne voulut pas croire qu'une si curieuse histoire fût ensevelie dans l'oubli, et que les beaux esprits de la Manche se fussent montrés si peu jaloux de sa gloire qu'ils n'eussent conservé dans leurs archives ou leurs bibliothèques quelques manuscrits qui traitassent de ce fameux chevalier. Ainsi donc, dans cette supposition, il ne désespéra point de rencontrer la fin de cette intéressante histoire, qu'en effet, par la faveur du ciel, il trouva, de la manière qui sera rapportée dans la seconde partie.